Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Comme vous pouvez le voir, ma crève ne s'est pas vraiment améliorée depuis le dernier podcast. On ne vous ment pas, hein, même si ce podcast est diffusé plusieurs mois après, ou un mois après, je ne sais pas trop. On vient juste de finir les 2 épreuves que nous avions prévu de faire lors de l'enregistrement du précédent podcast. Et donc nous débriefons en live immédiatement. Donc j'ai toujours la crève. Voilà, je suis toujours avec Julien. Julien, ça va? La pêche. Toi, t'as la pêche, toi? Ouais, moi je suis au taquet. T'as pas la crève, toi? T'es pas en train de mourir? C'est passé. T'as pas joué 15 000 PNJ pourris et... Non, j'ai joué mon PJ, c'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Nous sommes également avec Antoine. Antoine, ça va? Bonsoir, ça va. La pêche. Super. Ce débriefing. Nous sommes avec Audrey. Audrey est frigorifiée, meurt de froid. Ouais. Et j'espère que tu vas garder la pêche pour ce podcast. Ah bah, ça conserve. Nous sommes également avec Amir. Amir. Moi, j'ai l'abricot. Eh ben, c'est très bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Alors, je vous rappelle le concept de cette émission. Ces gens sont en train de faire une campagne de sens. Ils ont enregistré un podcast après avoir parcouru l'épreuve 1 et l'épreuve 2. Et là, ils viennent de parcourir l'épreuve 3 et l'épreuve 4. Épreuve 3, donc, qui est la fameuse épreuve de graveur. Et l'épreuve 4, qui est la fameuse épreuve des fragiles. Et on va débriefer en live. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces épreuves? Et puis, ça va être aussi l'occasion peut-être de faire quelques critiques éventuellement négatives, même sur le jeu, de même critiquer peut-être la manière dont j'ai maîtrisé. Enfin, n'hésitez pas à débriefer vraiment pour me dire aussi ce qui va pas. Voilà, n'hésitez pas. Faut pas non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la fiction? Alors, peut-être je vais commencer puisque ça. Il y a une interlude assez longue, un interlude assez long qui tournait autour de mon personnage, puisqu'en sortant de l'épreuve 2, Kérisan était très malade et commençait à souffrir d'une maladie qui l'amenait à passer régulièrement et sans le vouloir dans l'ombre monde, et notamment quand elle dormait, ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à récupérer. Ouais. Et donc, elle voyait son état de santé mentale, on va dire, baisser assez vite. Et lorsqu'elle repassait dans l'ombre monde, de plus, elle entendait des voix qui semblaient l'attirer irrémédiablement vers la Nouvelle-York, ce qui lui posait de gros problèmes de conscience, puisqu'elle avait bien conscience que si elle y retournait pas, elle risquait de ne pas survivre et de devenir folle, et que si elle retournait, elle mettait tout le monde en danger. Et sachant que cette maladie aussi faisait que tu avais ton score de vie. Attention Amir, qu'en frottant le micro, tu nous fais des parasites. Tu fais des parasites pour les auditeurs. Donc, arrête de me caresser le micro, s'il te plaît, Amir. Donc une chose est sûre, c'est que tu sentais ta rune de vie qui augmentait, un peu comme moi quand Amir caresse le micro comme ça. Et il y a un truc énorme qui s'est passé. Ce n'est pas le micro. Le truc énorme, c'est que vous vous êtes dit immédiatement que l'augmentation de cette score de rune de vie plus le fait que tu passes dans l'ombre monde régulièrement, c'était que tu étais en train de devenir un quadrilla. Alors et ça, c'est arrivé quasiment dès le début de l'épreuve 3. C'est Audrey, je crois, qui a soumis cette idée. Et moi, j'étais juste là en tant que MJ en train de pleurer en me disant bon, ben, ça sert peut-être à rien de jouer, alors on va passer directement au podcast. Il faut dire qu'on avait effectivement senti que le plat servi par le faux quadrilla qui avait pris l'apparence de Romuald Crowe dans l'épreuve 2 de Romuald dans l'épreuve 2 était un plat extraordinaire qui n'avait pu être préparé que par quelqu'un avec une rune de vie extrêmement élevée, bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer atteindre. Vous avez fait le lien entre les quadrillas en fait à ce moment-là et les runes de vie élevées. Vous vous êtes dit tiens, si la rune de vie augmente, c'est ça Audrey? Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on a compris, ouais. Bien joué. Je continue peut-être. Donc Kérisan était avec ce dilemme infernal qui rentrait en conflit avec cette orientation très protectrice qu'elle avait, où elle avait promis de veiller sur son frère, et par extension, elle se sentait responsable de toute son équipe. Je rigole. Et donc, elle avait fini par décider de faire un petit peu ses adieux à tous et de partir en solitaire avec une petite dose de cyanure au cas où elle se retrouverait prisonnière, pour ne pas mettre plus en danger ceux qu'elle aimait. Mais c'était sans compter... Et en fait, ce qui est énorme, c'est que la détermination chaotique des autres joueurs. C'est ça. En fait, pendant que lui, il est en train de préparer son départ en solo,
en essayant de pirater en fait des Sub-Zeri à la base du pôle Sud. Vous, en fait, vous êtes en train de préparer votre propre expédition pour aller avec lui à Nouvelle-York. En fait, Keri-san essaye de pirater le propre Sub-Zeri que nous avons C'est ça. affrété pour l'emmener jusqu'à Nouvelle-York, Ouais. malgré elle. Donc en fait, elle se Parce qu'on retrouve. sait dès le début que, enfin moi je sais dès le début que c'est ce qu'elle va essayer de faire. À savoir que dans cette épreuve 3, au départ, il est bien précisé que Wilfried est dans la cale, en fait, parce qu'il veut vous accompagner, mais qu'il est rentré discrètement. Oui, dans ça le c'est la Sub-Zeri. vraie surprise. Et en fait, le truc, c'est que du coup, lui, il se planque dans la cale. Keri-san. Keri-san se planque dans la cale, donc le personnage de Julien se planque dans la cale. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la cale? Un autre mec qui est planqué. Il y a deux mecs planqués dans la cale. Un mec et une nana. Oui, c'est vrai, ton personnage est... Une exact. femme. Excuse-moi. C'est ce qui compte, puisque l'une des dernières choses qu'elle va faire avant de quitter la base est de dire au revoir à ses anciens compagnons, à savoir confier la protection de son frère à Milan, qui est l'autre personnage un peu protecteur du groupe, se battre avec Lexa pour se prouver qu'elle a les moyens de se débrouiller toute seule, et essayer de séduire Ridger, le personnage d'Antoine, parce qu'elle avait un vieux croche qu'elle n'avait jamais résolu. Vous noterez que j'ai eu les au revoir les plus admirables du groupe quand même. Une grosse claque. Ouais, dans ta gueule. alors que c'est moi qui monte toute l'expé pour essayer d'aller la sauver. Mais bon. Ouais, il est sympa. C'est l'amour vache. Tu te sautais Ouais, c'est ça, elle ose pas en fait dire que bon. Intéressant. Mais bon, en Et Ridger termes- repousse tes avances aussi. Et Ridger repousse C'était les c'était avances. le qui- spoil qu'on aurait pu garder pour la fin du podcast, pour les auditeurs, pour les maintenir Ah, d'accord, ok, jusqu'au excuse-moi, bout. Mais j'ai tu- grillé. Attends, tu as tout rien n'est grillé. gâché, on ne dit pas comment tu la repousses. Oui, puis on ne dit pas non plus ce qui va se passer. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un plus gros spoil autour de ça, finalement. Mais ce qui était intéressant, c'était que, justement, en termes de jeu de rôle, on a eu un personnage qui cherchait à se séparer du groupe et qui finalement était rattrapé par le groupe avec une très bonne immersion, en fait. C'est-à-dire que ça semblait vraiment plausible et on avait l'impression de pouvoir à peu près faire ce que nos personnages voulaient faire. Sans avoir à suivre le scénario, et ça c'était vraiment très agréable, j'ai trouvé. En fait, elle se jette dans les griffes du groupe, plus précisément. De manière totalement admirable. En plus, Très marrante. pour Keri-san, le fait d'avoir cette maladie était perçu comme une grande limitation de son libre arbitre et de la dimension imprévisible que sont censés avoir les bugs dans cet univers. Puisque ce sont les seuls à n'être pas prévisibles, et donc d'un seul coup on décidait où elle devait aller si elle voulait survivre, Ouais. et donc elle avait pris Avec ces voix en fait qui t'invitent à te rendre à la Nouvelle-York. qui m'obsède et qui m'empêche de me reposer et qui m'attire irrémédiablement, et donc elle avait décidé de ne faire que des choses imprévisibles, de partir à l'improviste sans prévoir ce qu'il y aurait comme Sub-Zeri, de prendre quasiment le premier. Elle découvre qu'il y en a un qui est prévu d'aller vers la Nouvelle-York. Elle se dit je vais juste faire un faux ordre de départ et puis me cacher dans la soute, mais sans vérifier tout ce qu'elle aurait vérifié avec son background scientifique habituellement, qui est qui l'aurait prêté, pourquoi, etc. Là, elle décide d'y aller à l'improvisation, et du coup, le Sub-Zeri qu'elle fait partir, c'est celui de ses amis. Ouais, c'est génial. C'était vraiment énorme. Elle pirate en fait l'ordre de mission du commanditaire. Et donc elle dit c'est l'heure de partir. Donc à Dan, le pilote du Sub-Zeri, qui est aussi le petit copain, enfin l'un des petits copains de Lexa, parce que j'ai l'impression qu'elle a. Non, pas du tout, c'est l'amant de Ah Kerry oui, en fait. exact, c'est l'amant de Kerry. Qu'on ouais. va trouver putain. en lui expliquant qu'elle est très malade, qu'elle doit se Exact. rendre de toute urgence à Nouvelle-York et qu'il faut qu'il nous aide à voler en fait un Sub-Zeri, à monter un équipage et à fréter. C'est donc ça. un- Et c'est vrai un que ça vaisseau faisait, pour y aller. ça faisait vraiment. Vous savez, dans les séries, ces moments où il y a le personnage qui s'apprête à partir seul. On peut trouver ça, je sais pas, dans des séries comme Buffy ou ce genre de choses où le héros il va s'isoler, il va partir seul, et au dernier moment, quand il est dans la merde, il y a ses amis qui arrivent et qui disent non mais vraiment, tu croyais qu'on allait te laisser tomber maintenant quoi. Et c'était vraiment, ça a fait vraiment un effet. Il y avait un effet surprise en fait, qui était vraiment sympa. Il y avait vraiment toutes les émotions qui Amir. étaient là. Ouais. Sachant qu'en plus, on était extrêmement raccord avec alors hasard ou le fait que le jeu nous amenait à ça, mais on était extrêmement raccord avec nos notes, les notes de nos miroirs. Ouais. C'est-à-dire que Kerry, qui est assez peu porté sur le chaos,
finalement se retrouve à essayer de s'y mettre de manière maladroite. Et moi, mon personnage et celui d'Audrey, ayant des notes beaucoup plus importantes en KO, finalement, on arrive par une organisation qui est complètement à l'arrache, à la rattraper et à submerger finalement le peu de chaos qu'elle a essayé de mettre dans son départ. Ouais, c'est intéressant. C'est le raz-de-marée de chaos. C'est un peu l'équipe du chaos, votre team en fait. Il y a énormément de choses. Enfin, ce qui compte pour vous énormément, c'est l'imprévisibilité en fait. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de allez, on part. Elle est très rock'n'roll en fait cette équipe. Sachant que aussi en tant que commandant, j'essaye de donner le ton. Mon personnage étant comme ça, tu es un personnage rock'n'roll. Ouais. Le ton essaye d'être imposé comme tel. Alors effectivement, ça ne plaira pas à tout le monde. Ouais, je pense notamment à Amir qui commence à grincer des dents. À Milan surtout. Je veux dire, j'adore l'ambiance. C'est vraiment une ambiance de Sens Renaissance typique. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très très bien. Audrey. Bah, clairement, moi, je trouve que, en tout cas pour Lexa, c'est un bug. Enfin, c'est une bug et du coup, le chaos, l'imprévisibilité fait partie de sa nature intrinsèque, quoi. Voilà. Il y a aussi un petit côté. Je la concevais pas autrement. Très enfantin, très ado, révolté, etc. Et ça, nos persos sont jeunes. Hein. Oui, tout à fait. Et très ça colle très très bien, c'est ce que j'allais dire. Ils ont grandi dans un milieu ultra protégé, ultra codifié. On en reparlera dans la suite de Sens, on aura l'occasion de réaborder tous ces thèmes et de voir si ça a un peu évolué. Car on touche, c'est un peu la première fois que nos persos touchent à la liberté aussi. Et on est amené de fait à en abuser. Parce qu'on a envie d'explorer cette liberté, on a envie d'aller loin dans cette liberté. Je pense que quel que soit d'ailleurs le personnage, on est un peu comme ça et on a envie de couper les liens avec les membres du conseil pour vraiment vivre notre vie à nous et s'imposer comme personnage. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on part, on monte cette expédition et on s'enfuit en fait sans rien dire à Gladius et sans rien dire à Solipsis. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur envoie des messages 4 jours après, quoi. 3 jours après de partie, et ils le prennent pas très très bien. Pas vraiment, non. Tant plus que, c'est la première épreuve qui n'est pas une mission. En fait. Vous partez vraiment volontairement. C'est une expédition spontanée et secrète. Enfin, c'est 2 expéditions secrètes qui finissent par devenir une, puisque le Kérisan laisse un message à Soren et que le reste du groupe laisse un message à Gladius pour quand même assurer la sécurité et expliquer un petit peu les raisons de leur départ, qui ne sont pas du tout les mêmes d'ailleurs dans les 2 cas. Voilà. C'est intéressant. On peut Amir. presque dire que non, c'est encore une mission, cette fois-ci envoyée par Graveur. En fait, il faut savoir un truc, c'est que de toute façon, si vous n'aviez pas décidé d'y aller, il y a une mission, récupérer des survivants qui s'invitent à la table ce soir, en fait, sur l'épreuve 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous prenez les devants, finalement, même du scénario, et vous mettez les 2 pieds dedans, et c'est génial. C'est encore mieux quand les joueurs sont moteurs de l'histoire. C'est mieux pour le meneur qu'à chaque fois imposer une mission. Après, Sens Renaissance reste un jeu à mission, et dans toutes les épreuves commencent par vous avez une mission. Enfin, à peu de choses près, quoi. Donc, alors, la mission de récupérer les fameux survivants qu'on trouvera par la suite, elle nous est quand même donnée quand finalement Gladius et Soren reçoivent le message et contactent notre Subzeri. Oui, mais pour un premier complément, mais oui. Vous restez moteur, tu vois. Le voyage dans le Subzeri est aussi l'occasion de discuter avec Wilfried et de découvrir un certain nombre de choses importantes sur sa vie, sur le fait qu'il partage une certaine méfiance avec nous concernant les membres du Conseil. Ouais. Alors, pour le coup, c'est pas Kérisan qui discutera le plus avec eux parce qu'elle reste assez traumatisée. Attention à ton micro. Elle reste assez traumatisée et un petit peu à l'écart, sachant pas trop comment se positionner contre ses amis qui à la fois l'aident mais à la fois se mettent en danger pour elle, ce qui la dérange. Ouais. Voilà. Alors, vous affrontez, donc vous vous rendez à la Nouvelle-York. Vous arpentez assez rapidement, on va dire, les divers rames de métro qui vous mènent jusqu'à des survivants. Là, vous rencontrez
des survivants. Alors bon, je sais pas si on peut s'apesantir lourdement sur la scène là, c'est pas non plus prioritaire. Vous décidez en fait on va dire d'accueillir certains d'entre eux au pôle sud éventuellement, ceux qui veulent, et vous continuez votre route en expliquant au chef de ces résistants qui s'appelle You Like. Donc les gens qui connaissent ce podcast reconnaîtront le personnage. Les joueurs par contre peut-être ne l'ont pas rencontré, parce que c'est un personnage qui n'appartient plus en fait à la base de Sens, qui était dans la première base mais qui n'est plus dans la base de la seconde édition. Donc du coup voilà, c'est une référence à la première édition. Bref, il rencontre le chef de cette résistance et ils arpentent les tunnels jusqu'à la tornade de Graveur, où leur attend un combat un premier combat contre un premier vrai quadrilla qui en a vraiment, quoi. Avec d'autant plus de détermination pour Kérisan qu'ils sont accompagnés de Wilfried, qui leur a annoncé qu'il était venu à bout d'un Métatron, donc d'un quadrilla qui serait probablement à l'origine d'une espèce de vortex qui ravagerait la Nouvelle-York depuis. La tornade bleue. Qu'il l'a fait, qu'on a pu s'entraîner avec lui et constater qu'il était effectivement très fort, mais qu'avec les augmentations successives liées à son évolution, l'évolution de sa maladie, Kérisan commence à réussir à, en tout cas, se défendre d'un personnage comme Wilfried, qui a réussi à vaincre un quadrilla. Donc pour Kérisan, qui a en plus utilisé un certain nombre de psychotropes pour essayer de ne plus dormir, ce qui a un peu troublé sa perception de la réalité, il part en se disant que c'est dans la poche. Wilfried, en t'affrontant, en fait, réalise que ta rune de vie, enfin on va faire ça simplement, que ta capacité de défense s'est vraiment accrue, et donc tu es en train de te transformer, quelque chose qui est bizarre dans ce bug, qu'il est en train d'exploser tout au niveau de la vie, puisque tu arrives à esquiver tous ses coups, alors que pourtant il est censé être super fort, etc. Et donc il t'affronte en duel pour vérifier sa théorie, et il voit en fait que tu es en train vraiment de... Mais surtout, voilà, vous croisez aussi Métatron, enfin en tout cas son fantôme, qui vous explique qu'il faut apaiser les souffrances de Graveur, et que pour ça il faut l'affronter. S'ensuit un affrontement. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat D'abord, il y avait il y avait l'approche, Julien, qui réintroduisait des thématiques qu'on avait abordées dans l'épisode 2, où la notion de la création, de la puissance de la création, enfin tout ce qui était lié au pouvoir de Wilfried, préparait l'approche de ce vortex. C'est-à-dire que Graveur, comme Wilfried avec ses poèmes, par ses sculptures, avait le pouvoir d'influencer les esprits en fait. Et dans l'épreuve 1, on apprend que... Amir, vas-y, excuse-moi. Non, c'était ça, je voulais dire que c'était l'épreuve 1 et pas l'épreuve 2. Ouais, dans l'épreuve 1, on apprend que Wilfried, grâce à son écriture, est capable d'influencer les esprits. Et dans l'épreuve 3, celle de Graveur, on apprend que Graveur est lui aussi capable, par ses créations, d'influencer l'esprit des gens qui contemplent ses œuvres. Sachant que cette influence est directement liée à un livre pour lequel Wilfried nous accompagne. Les arts magiques d'Agone. Voilà, pour retrouver les arts magiques d'Agone. Ce qui pose, ce qui me pose en tant que joueur, un certain nombre de problématiques d'intégrer des éléments du monde réel que l'on vit dans un supplément de jeu de rôle dans un jeu de rôle. Dans un monde imaginaire, que nous... Ces pauvres types, Wilfried et Graveur, prennent un supplément de jeu de rôle pour des vrais trucs qui existent vraiment. C'est ça. Manifestement, en tout cas, ça marche. Hein. Apparemment, ça marche. Donc voilà. C'est pas qu'un supplément de jeu de rôle, apparemment. Mais oui, il y a une espèce de référence qui est faite à Agone à travers ces deux personnages, qui a sa petite importance, effectivement. En plus, pour des gens qui organisent des GN Agone, j'imagine que ça doit parler un petit peu. en tout cas, dans le thème. Voilà. C'est ça. On n'était pas complètement perdus. Donc voilà. Alors, premier affrontement avec un quadrilla, vous en avez pensé quoi? Alors moi, j'étais malade à crever à ce moment-là, donc j'ai pas mis beaucoup de peps. Je pense que si Morgane et Maxime ou d'autres maîtres de jeu comme Jérôme ou Adrien m'avaient vu vous maîtriser ce combat, ils auraient ri de moi très fort, parce que c'est censé être un combat qui est assez épique, où ça gueule beaucoup, le personnage est très emphatique, très théâtral, et j'étais un peu fatigué, donc je l'ai joué un peu raplapla. Je pense qu'on a été, nous, assez théâtraux, pour le coup, de notre côté de la table. Heureusement que vous étiez là. Surtout toi, Antoine.
Heureusement, vous avez réussi à relever le niveau. Mais il y avait de toute façon déjà une belle tension entre le fantôme en fait de Métatron qui nous demandait d'achever quelqu'un pour qu'il arrête de souffrir et Graveur qui est dans une situation de folie mégalomaniaque. Donc il y avait déjà, enfin, on avait quand même un gros ressort et de Keri-san le combat pour elle a été assez fort, on va dire. Alors oui, il se passe quelque chose de fou dans ce combat. Puisqu'elle se retrouve, sa philonite se retrouve arrachée, elle est ensuite dévastée. Non, c'est toi qui la retire. Oui, tu la projettes. Techniquement, j'ai essayé juste d'attaquer avec, et elle part avec. C'est-à-dire c'est ça. Ouais. Et je lance le filet, mais il part complètement. Et du coup, je suis ensuite, Keri-san est ensuite ravagé par des effets d'ombre pouvoir. Qui détruisent sa chair et ne laissent qu'une créature d'énergie qui est un quadrilla en fait. C'est ça. Tu te fais... Donc ce que je craignais le plus écorché. Arrive quasiment au tout début du combat. Ouais, c'est quasiment le premier tour de jeu. Puisque les autres avaient retardé leur initiative pour laisser ceux qui avaient des mauvaises runes de mort attaquer en premier, genre moi. Et que donc au tout début du combat en fait ce qu'on était venu chercher qui était la fin de ma maladie on le trouve mais pas du tout de la manière qu'on pensait. C'est intéressant. Tu deviens donc un quadrilla à ce moment-là, un premier changement d'archétype. C'est ça. Donc dans un premier temps effectivement ça t'a pas trop fait chier? Non, je m'y attendais un tout petit peu, puis mon personnage s'était préparé psychologiquement. Il était parti avec l'idée qu'il avait de grandes chances de ne pas revenir. D'accord. Et il avait mis en ordre un certain nombre de choses avant de partir. Et quand il devient quadrilla, la seule chose dont il a peur, c'est de perdre son libre arbitre. Et sinon, il est bien convaincu que si c'est la seule manière de protéger ses amis, il fera ce qu'il faut, y compris en tant que quadrilla, et que c'est pas sa nature, mais bien sa volonté qui sera déterminante. C'est un gros débat parmi les meneurs de sens. Comment choisir le personnage qui va devenir quadrilla en fait à la table? Parce qu'il en faut forcément un, sinon on passe vraiment à côté des problématiques du jeu, ou d'une grande part des problématiques du jeu, on va dire. Et donc du coup, il y a tout un débat pour savoir lequel on donne. Alors, est-ce que c'est celui qui a le plus en Cosmo? Est-ce que c'est celui qui a le plus en ceci, en cela, en vie, en je sais pas quoi? Et donc, moi en général, je choisis celui qui le joue le plus quadrilla dès le départ en fait. Et ouais, c'est tombé sur toi, quoi. C'est vrai que Keri-san, dans son background, avait dit on disait qu'elle avait assisté à la mort de ses parents et que donc elle était restée extrêmement marquée par les quadrillas et qu'elle cherchait à... Elle avait toute sa vie, elle avait cherché à trouver des moyens de se venger. Elle avait choisi une carrière scientifique pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, quand elle avait eu sa resplioïde, elle avait choisi des pouvoirs qui ressemblaient à ceux des quadrillas pour pouvoir se battre sur le même terrain qu'eux. C'est ça. En fait, ton armure était capable de jeter de la foudre comme les quadrillas. T'avais une fascination pour l'ombre monde. T'étais protecteur déjà. Ce qui est un signe aussi que la rune de vie est importante pour toi. Parce que tu étais protectrice de... J'ai du mal à parler de ton personnage au féminin parce que comme tu es un joueur, oui, je sais. Mais ouais, tu étais protectrice puisque tu cherchais vraiment à protéger tes amis, ton frère, etc. Donc tu avais déjà tous les attributs en fait, du personnage de soutien qu'est le quadrilla en fait. Fort Cosmo, fort vie. Voilà. Ouais. Voilà. Et même à réécouter ce podcast, je pense que les meneurs de jeu qui entendent ça, ils vont se dire oui, c'est normal que ce soit ce personnage-là qui soit devenu quadrilla. Même si je pense, c'est ce que disait Antoine ou Audrey, je sais plus, à la fin de l'épreuve, que n'importe lequel d'entre vous finalement aurait apprécié, accepté de devenir quadrilla. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais il y avait des pulsions dans cette direction-là chez tout le monde. Je pense que pour d'autres groupes, ça peut être une question de joueurs. Vous le sentiez venir, ça on va dire dès le début de Sens? Non, quand même pas. Si. Non, pas du tout dès le début de Sens. D'accord, ouais. Non, c'est vraiment juste au début de l'épreuve 2 quand Audrey a commencé à... Quand on a compris que c'était une possibilité, je me suis dit que ça pouvait être une possibilité scénaristique, mais que c'était pas obligé. D'accord, ok. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et aussi immédiat, quoi. Audrey ? Moi, à la fin de cette mission, Lexa allait super mal parce qu'en fait, elle croyait vraiment qu'avec la mort de
graveur, elle allait pouvoir épargner, épargner son ami, sauver, ou que ça allait s'annuler, ou qu'on allait trouver un moyen pour que la vie de graveur, ou je ne sais pas quoi, son essence soit retransférée, enfin je ne sais pas, quelque chose quoi. Et tu vois, je t'ai Donc bien décrit. pour moi, pour mon personnage, c'est un peu un échec quand même. Et je t'ai bien décrit Pourtant, elle a tout donné dans le combat, elle était prête à... Enfin, elle s'est pris des dégâts de malade, elle lui a fait sauter son bouclier, elle s'est pris son attaque en plein dans la gueule et tout, mais ça n'a pas suffi, quoi. Donc c'est un peu dur. C'est bizarre parce que, d'abord, je t'ai bien décrit à la fin du combat que tous les ombres pouvoirs de graveur disparaissaient. Ouais, complètement. Donc ça veut dire que c'est pas un ombre pouvoir de graveur, tu vois, qui l'affecte. Et d'autre part, je trouve ça très intéressant que tu dises, voilà, j'ai pas réussi à le sauver. Comme si son personnage était mort. Son personnage n'est pas mort. Non, mais il est transformé. Et c'est pas quelque chose qu'elle a choisi. Et alors, le changement, c'est partie de la vie, non ? Ouais, mais pour quelqu'un qui... il a peut-être évolué. Pour qui le libre arbitre est aussi important que Lexa ou justement Kerry, c'est chiant. Je sais pas. Je te pose des questions. Je ne fais que poser des questions. Elle a l'air de pas trop mal le vivre. Oui, donc, ça va maintenant. Et puis transformer en notre pire ennemi. Enfin, ceux qu'on considère comme notre pire ennemi à part Miphos. Ceux dont Keri-san s'était juré qu'elle se vengerait. Ouais. Qu'elle vengerait la mort de ses parents. Donc c'était intéressant. C'était un tout petit peu frustrant parce que j'avais commencé à essayer de... C'est toujours difficile de jouer un personnage féminin, je trouve, quand on est un homme. Et j'avais... Ne serait-ce que pour les accords et les trucs comme ça. Moi, j'ai énormément de mal à mettre les mots féminins quand je parle de ton personnage. C'est extrêmement difficile. Pas l'habitude, quoi, tu vois. Moi, je sais que quand on joue des personnages féminins, souvent la question, c'est d'oser. Quand on joue un personnage, on joue toujours certains aspects plutôt que d'autres. Si on joue que la féminité d'un personnage, on le surjoue. Ouais. J'ai vu aucune fille jouer que la féminité de leur personnage. Et donc c'est toujours essayer de trouver le juste point de qu'est-ce qui dans la féminité de personnage est nécessaire pour le roleplay, pour l'interprétation, pour l'immersion. En fait, et j'avais commencé à trouver quelque chose comme ça, mais dans la mesure où elle n'est plus humaine, où il est difficile, dans la mesure avec sa carapace de quadrilla, elle ne peut plus être touchée au sens de la peau dans le monde réel, ça reprojette complètement la question d'une féminité ou d'une définition de sensualité, on va dire, sur un autre niveau. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire, que j'avais à peu près défini, et c'était la raison pour laquelle j'avais essayé de me rapprocher un peu de Ridger, mais ça donne une nouvelle direction qui est intéressante aussi. Moi, j'ai tendance à penser que la seule difficulté quand on joue une femme et qu'on est un homme, c'est juste ces foutus accords. Et c'est déterminant, et de dire là au lieu de dire le, enfin, dire tu la touches au lieu de dire tu le touches, et c'est horrible, mais c'est la seule difficulté, parce que dans le fond, sinon, du point de vue de tout le reste, tu joues comme tu joues normalement, et voilà, il n'y a pas de différence fondamentale entre les sexes à ce niveau-là. Mais c'est vraiment juste que le français nous oblige à accorder, en fait, et ça, c'est vraiment dur. Excusez-moi encore dans ce podcast, ça m'arrive de dire il au lieu de dire elle, et ça m'arrive aussi dans la partie, et c'est horrible. Au terme de cette troisième épreuve, moi j'ai tendance à penser que ça y est, Sens commence. Moi j'étais heureux comme un petit fou, j'étais vraiment très content parce que j'attendais cette épreuve avec impatience. Vous, j'ai pas l'impression que ça vous ait spécialement bouleversé, cette épreuve de graveur. J'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit. J'ai eu certains qui m'ont dit non, moi je préfère encore l'épreuve 2, je trouvais mieux. Voilà, que l'épreuve 3. J'ai pas eu la sensation que... en ce qui me concerne, j'ai préféré en tant que joueur l'épreuve 2, l'épreuve d'enquête. Mais au niveau du personnage, Milan est totalement bouleversé par ce qui arrive dans l'épreuve 3. D'accord. Et ça, d'autant qu'il rapprochait pas mal de Kerry au niveau du Cosmo, etc., donc des personnalités. Tous les deux assez protecteurs, des scientifiques, analystes et tout ça. Elle lui avait confié la protection de son frère si elle ne revenait pas. Voilà, ce qu'il a confié à un autre bug, vu qu'il partait lui aussi. Et ce qui arrive à Kerry le bouleverse totalement, d'autant qu'elle se transforme en un bleu, un quadrilla. Ouais, alors ça,
Et ça, pour lui, c'est un traumatisme. Quoi. On était globalement très raciste. Hein, tu sais que une des raisons en fait pour lesquelles aussi j'ai fait en sorte que ce soit toi qui devienne quadrilla. Au début, en fait, j'avais jeté mon dévolu sur Amir. Je me disais c'est pas mal et tout que ce soit le Cosmo, qu'il y ait beaucoup de Cosmo et qui devienne quadrilla parce que ça va être un personnage qui est plus en retrait. Tu vois, en combat, tu te fais chier. On va pas se mentir, Amir. Je reste en retrait. J'essaie d'analyser des solutions qui ne sont pas apparentes aux autres qui foncent. Donc voilà. Donc souvent, en fait, une stratégie facile quand on est meneur de jeu. Audrey, je t'ai pas entendu. Non, tu dis rien. Une stratégie facile quand on est meneur de jeu, c'est de faire en sorte que le quadrilla, ce soit celui qui se fasse le plus chier en combat qu'il devienne. Parce que généralement, c'est le personnage le plus intellectuel et tout ça, et du coup, ça va lui faire quelque chose à jouer pendant les combats, en fait, de devenir quadrilla. Donc au début j'avais pensé à Amir et puis après je me suis vu qu'Amir il était vachement raciste par rapport au quadrilla, il était en train de dire ouais les bleus machin je les déteste truc et je me suis dit ça serait bien que celle dont il est en train de devenir l'ami devienne quadrilla, ça va être très intéressant pour les relations entre ces deux personnages et donc ça a joué aussi là-dessus quoi. Alors je trouve aussi qu'il y a un élément très très important qui s'est joué en fait entre les deux scénarios. Entre la fin du scénario de Graveur et le début des Fragiles, ça a été que le changement de Kerry a brisé l'équilibre du groupe complètement. Et on a basculé, chacun des personnages ont basculé sur des extrêmes qui tenaient en équilibre, où on se tenait en équilibre les uns les autres. C'est un peu comme imaginons qu'il y a 4 forces qui poussent en même temps dans le même sens avec le même niveau de force. D'un coup, il y en a une qui disparaît. Et comme la nature a horreur du vide, les 3 autres forces restantes se précipitent sur la zone vierge. Ouais. Et donc on a été un peu, je trouve, chacun extrême dans les comportements de nos personnages par le vide laissé par Mais donc, vous n'étiez plus à égalité, en fait. C'est ça. Il y avait un personnage qui brillait plus. Dans tous les sens du terme, au sens propre ou au sens figuré. Toi, Amir, Audrey, vous n'avez pas l'air de partager l'avis d'Antoine. J'ai l'impression que vous êtes en train de... En ce qui me concerne, je trouve qu'effectivement, Ridger, donc le personnage d'Antoine, et Milan, mon personnage, ont basculé effectivement vers des extrêmes. Lexa, pas tant que ça. Non, Lexa, j'ai trouvé très... Justement, je trouve que c'est un peu le point d'équilibre du groupe. Le problème, c'est que Lexa, elle n'était pas censée être le point d'équilibre du groupe, mais que si elle s'en occupe pas, il n'y a plus de groupe. En tout cas, c'est l'impression qu'elle a. Elle essaye désespérément de recoller les morceaux. Ridger, il fait ses trucs dans son coin, il a l'air d'en avoir rien à foutre de ce qui se passe pour Kerry. Mais c'est systématiquement comme ça. Enfin, voilà. Alors que Lexa a vu aussi ses parents se faire tuer par des quadrillas, donc l'état de Kerry, ça l'enchante pas plus que ça. En fait, c'est un petit peu comme si elle avait pas trop le droit de vivre ça, parce que sinon, elle a plus de famille. Ouais, c'est intéressant. Voilà, donc j'avais pas prévu du tout d'orienter mon personnage comme ça, mais... ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Et bizarrement, alors que... Enfin, non, pas bizarrement, mais c'est marrant parce que ça a aussi repositionné les choses. Tant que Kerry-san craignait de disparaître et d'avoir à affronter seule tout ça, elle considérait Lexa, qui avait été peut-être aussi un modèle en termes de combat, parce que elle était plus forte, plus rapide que Kerry-san, qui était plutôt la scientifique, un peu qui restait en retrait. Et donc, elle l'avait beaucoup cherché, elle l'avait beaucoup provoqué, elle s'était beaucoup battue avec elle. Lui a même infligé une gifle. À partir du moment... alors j'imagine que quand on s'entraînait, c'était plus que des gifles, en fait. Mais effectivement, des gifles gratuites J'aurais pu te botter le cul quand je voulais. Dans le conflit. À partir du moment où elle est passée quadrilla, en fait, toute cette tension-là, c'est totalement dissipée. Elle savait pas trop si elle était morte. Enfin, en tout cas, l'ancienne Kerry-san était morte. Et elle est plutôt revenue vers Lexa en lui disant écoute, je suis désolé, je me suis pas bien comporté. Et en fait, j'apprécie que tu étais là, quoi. C'est intéressant, c'est qu'on voit que ton personnage est déjà dans des problématiques d'accroche à la réalité, en fait. Tu cherches à te raccrocher à la réalité en essayant de faire semblant de t'habiller, en essayant de faire semblant de séduire des êtres humains, alors que tu sais très bien que tu pourras rien faire avec eux, entre guillemets. C'est très intéressant de voir comme t'es déjà en recherche d'accroche avec la réalité. Tu cherches à te rattacher à ton ancien monde tout en sachant que il se ternit pour toi et que ta réalité maintenant c'est l'ombre monde, quoi.
c'est la peur de Keri-san, c'est pas tant d'avoir changé, parce qu'elle a été élevée dans un objectif guerrier de victoire de la résistance et des choses comme ça, c'est de plus pouvoir servir ses idéaux. Et donc, elle essaye de s'accrocher à ce qui faisait ses idéaux. Alors, bien sûr, son frère, tout ça, il n'est pas question qu'elle lui parle de tout ça. D'abord, il ne comprendrait pas parce qu'il a un intellect limité, on va dire. Il est très sympa, Charlie. Et on va dire qu'il ne lui montre pas ses meilleurs côtés non plus. Non. Mais c'est-à-dire que tu l'infantilises beaucoup. Donc, il prend un malin plaisir à faire l'enfant. Elle le protège. Et donc, elle cherche effectivement à se donner des garde-fous pour se réserver tout risque de basculer dans le risque que son état de quadrilla la pousse à penser comme un quadrilla et donc à penser contre la résistance et contre ce à quoi elle tient. Très intéressant tout ça. Très très intéressant. Donc voilà, fin de l'épreuve 3, on fait une petite session solo à la base du pôle sud en fait, où je vous demande à chacun d'entre vous de jouer des scènes avec... Il y a peut-être un petit point qu'on a oublié de décrire sur le combat. C'est vrai que toi tu avais l'impression d'être un peu fatigué, mais il y a eu quand même un prodigieux affrontement d'ego sur lequel on est passé un peu vite, mais qui pour moi a fait le gros de ce combat-là. Qui était, et que Milan a raté. Il y a un duel d'art en fait entre Ridger et le graveur qui se met en place, où avec leurs ombres énergie en fait l'un et l'autre. En fait, on va dire Ridger essaye de prendre le dessus. Sachant que moi j'ai beaucoup en création, beaucoup en chaos, et en ego, même si c'est pas une caractéristique. Et en ego, même si c'est pas une caractéristique. Mais mon personnage considère que les œuvres qui sont menées par Ridger ne sont finalement que des copies, car Ridger ne peut pas y mettre de sentiments. Graveur pardon. Les œuvres faites par Graveur ne sont pas terminées, car pour moi, Graveur, en tant que quadrilla, ne peut pas y mettre de sentiments. Et ça, Ridger est convaincu que les quadrillas ne peuvent pas développer de véritables sentiments. Ouais, et que tout ce qui... À chaque fois qu'un quadrilla parle de ressentir quelque chose, pour moi, il limite un comportement qui nous est propre à nous. Il fait semblant, en fait. Il fait semblant, quitte à s'auto-convaincre et se mentir à lui-même qui possède ses sentiments. Et que mon œuvre, par ce biais-là, ne peut être, même si elle sera imparfaite par rapport à celle de Graveur qui sont d'une technicité irréprochable, mon œuvre, en étant imparfaite, va être meilleure, car je lui insufflerai des sentiments que Graveur est incapable d'avoir. C'est vachement fort parce que ça colle totalement, pour les MJ qui nous écoutent et qui ont lu la base de sang, ça colle totalement aux problématiques qui doivent être abordées à travers l'épreuve 3. C'est-à-dire en fait, dans l'épreuve 3, on parle justement du sentiment de Graveur, on se pose la question, est-ce que oui ou non ce quadrilla ressent les émotions qu'il prétend ressentir à travers ses pièces de théâtre, Et le but, c'est de diviser les joueurs sur cette question. Et c'est d'autant plus intéressant qu'étant donné qu'il y a l'un des personnages qui va devenir quadrilla au terme de cette épreuve, ça va inciter... Donc là, en l'occurrence, vous voyez par exemple le personnage d'Antoine, il a décidé, Ridger, de considérer que les quadrillas n'ont pas de sentiments. Donc quand Keri-san devient quadrilla, il lui fait des réflexions directes. Alors Amir, c'est à toi d'en parler, parce que c'est toi qui lui mets la gifle. Qu'est-ce qui se passe ? Le coup de poing. Excuse-moi. C'était moi la gifle. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Il lui fait une réflexion, en fait. Voilà, il fait une réflexion sur le fait que... Keri-san va étant devenu quadrilla, Keri-san décide de mettre un point, de terminer la liaison qu'elle avait avec Dan, le pilote de Sub-Zero. Et là, à ce moment-là, il dit, voilà, c'est pas beau de faire semblant d'avoir des sentiments. Ouais. Non, de jouer avec les gens qui ont vraiment des sentiments. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Oh la vache. Et donc ça, Milan, qui après un moment d'hésitation sur sa réaction envers la nouvelle quadrilla, décide en fait à ce moment-là de basculer totalement dans la défense de Keri file un coup de poing en traitant de salaud. Sachant qu'aussi mon personnage fait ça en rapport avec le passif de la scène qu'on a eue entre Julien et moi, où
Keri-san, avant de devenir Quadrilla, a essayé de séduire mon personnage à moi, que je l'ai repoussé. Pour moi, il y avait en fait, je me suis un peu senti, mon personnage s'est un peu senti trahi par cette marque d'affection, car Keri, je l'ai considérée plus comme une sœur que réellement comme une amante potentielle, sachant qu'en plus mon personnage a une ambivalence sexuelle et qu'il n'est pas très bien positionné par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, j'ai bien compris ça. il a repoussé un peu violemment Keri à ce moment-là, et que la réflexion était plus portée par le fait qu'il s'est senti trahi par Keri-san précédemment, que réellement que la volonté de la mettre à l'écart. Mais Milan n'était pas au courant de Milan, cette scène. n'ayant pas été au courant de cette scène-là, l'a compris différemment. Donc, moi, j'ai même pas cherché à me défendre parce que je comprenais très bien la réaction de Milan et je savais très bien ce qu'elle pensait, et je voulais pas me justifier par rapport à ça, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que Keri était complètement pris dans le traumatisme de sa transmutation et de ses conséquences. Et en fait, a totalement survolé toutes ces questions-là. La question de ce que ressentait le graveur était totalement secondaire pour elle par rapport à est-ce qu'il avait les moyens d'annuler la malédiction. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle a refusé de l'achever à un moment où elle avait l'occasion dans le combat, parce qu'elle espérait, mais non, mais comment on fait pour inverser ça? Et il a fallu vraiment qu'on en arrive à la conclusion que c'était pas possible pour qu'elle accepte finalement de l'achever. Et ensuite, elle reste concentrée essentiellement sur qu'est-ce qu'elle ressent, et est-ce que ce qu'elle ressent va changer ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Vous revenez au pôle Sud. Il y a une série de solos qui ont lieu, on va dire, très rapidement. J'apprends rapidement à Keri à utiliser ses pouvoirs. Je fais un petit point technique. Et puis on se lance ensuite. Donc il y a des solos avec les différents PNJ en fait, qui entourent vos historiques respectifs, pour voir comment évoluent vos relations aussi à l'extérieur. On voit que Keri-san prend le large, en fait, essaye de s'accrocher à la réalité tant bien que mal, mais bon, elle prend le large. Mais seule elle quitte les gens pour qui ce serait dangereux de savoir qu'elle est devenue une quadrilla, en fait. Ouais. Donc elle va effectivement quitter tous les gens qui ne sont pas directement liés à cette visite. Donc elle va rester en contact avec les autres bugs, même si elle ne les verra pas beaucoup durant cette période-là, parce que eux gardent des attaches avec le monde humain, on va dire. Ouais. Et elle va passer plus de temps avec Wilfried, puisque maintenant elle n'a plus besoin de dormir. Et j'imaginais que pour quelqu'un qui avait fait de longues études scientifiques, pouvoir réviser toute la nuit c'était voir la moitié pleine du verre. Ouais, puis voilà, tu continues à t'entraîner un petit peu avec Wilfried aussi pour parfaire ton... Que je croise à la bibliothèque, où il passe aussi la nuit. Donc voilà, vous embarquez pour l'épreuve des fragiles par la suite, donc à chaque fois j'appelle ça une batterie, c'est pas du tout ça, un émetteur qui se remet à émettre. Une balise, voilà, c'est ça. Qui se remet à émettre et qui vous emmène vers une zone de crash qui se trouve au Caire, et où vous rencontrez des créatures faites de petites billes de nacre capables de mouvoir l'eau comme s'il s'agissait de leur propre corps. Alors là, moi j'ai vraiment kiffé. Alors c'est vraiment une des premières fois que je kiffe autant l'épreuve des fragiles. En règle générale, c'est une épreuve que vous rencontrerez, la plupart des meneurs de jeu qui vous en parlent, c'est oh, moi je la fais rapidos en 1 heure, je la raconte et puis je passe à l'épreuve suivante, quoi. Moi j'ai bien tripé cette épreuve. Alors je sais pas vous, là je vois que vous mourrez un peu tous autour de la table, là, j'ai l'impression que ça va être difficile d'en parler. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette épreuve, la manière dont ça s'est joué. J'ai bien aimé l'ambiance dans l'eau et tout, avec ces créatures, vous vous sentez entouré, en même temps vous savez pas d'où ça vient. Il y avait de l'ambiance, j'ai trouvé. Il y avait une forte emphase sur ce que ressentaient nos personnages. C'est-à-dire qu'on a commencé par arriver dans ce Caire un peu à la fois submergé mais à la fois idéal, où pour la première fois certains bugs avaient l'occasion de sortir à la surface et voir le soleil, non à une température supportable sans armure, avec la différence que là Keri-san commence à découvrir à quel point elle ressent plus les choses comme les autres, et que des choses qui devraient l'émerveiller ne l'émerveillent plus. Voilà. Moins fascinée par l'horizon et le soleil que par la vie. Et au contraire, elle s'éveille. Ce qui inquiète beaucoup Milan. Et au contraire, elle s'éveille à une perception qu'elle n'avait pas avant, qui est celle de la vie et de la présence de ces fonds marins très développés.
Et donc on était très dans le sensitif à ce moment-là, tous à travers la volonté de Ridger qu'on éprouve ça, et à travers pour Keri-san la difficulté à éprouver des choses. Et puis on voyait aussi bien qu'il y avait aussi un fort rappel de background. On s'apercevait que c'était un lieu historique, qui était la fondation de l'Empire, qui était du temps où il était sur Terre. Enfin, il y avait quelque chose. On sentait qu'on commençait à toucher à quelque chose d'un peu extraordinaire comme lieu, et pas simplement chargé d'histoire comme la Nouvelle-York. S'enfoncer dans les profondeurs de l'histoire de Sens avec ces pyramides qui ressemblent étrangement vues du ciel à des carrés munis de diagonales. Il y avait une grosse symbolique sur toute cette partie. Mais moi j'aime bien cette épreuve. Et je sais que la plupart des meneurs, ils la zappent. Ils l'aiment pas, ils trouvent ça chiant, ils trouvent ça... Je vais pas te dire pourquoi. Audrey? C'est aussi peut-être... nous, on a beaucoup aimé parce que le personnage de Milan, comme le mien... Vous êtes des archéologues. On est des archéologues. Mes parents étaient archéologues. C'est un truc qui me passionne, ce qui vient du passé. Et du coup là, avec la découverte des pyramides, des textes qui sont écrits sur les murs, qu'on lit à la lampe, des créatures qui viennent nous chercher, tout ça, c'était vraiment le pied, quoi. Ouais. C'est vrai que finalement, Milan et... Puis ça mettait en scène un rapprochement entre nos deux personnages aussi, qu'on n'avait pas mis en scène du tout. D'accord. Ouais. Milan et Lexa étaient dans une hyper attention autour de la question de l'archéologie, et Ridger et Keri de manière séparée, parce que c'est pas les mêmes, étaient dans une hyper attention par rapport au ressenti et la chance de pouvoir ressentir des choses que la plupart des résistants n'ont pas l'occasion d'expérimenter. Ouais, c'est intéressant ça. Alors vous découvrez ces créatures, vous familiarisez on découvre d'abord les pyramides. D'abord les pyramides, ouais. Et à l'intérieur, les créatures. Ouais, les pyramides, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu artificiel, on va dire, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a des créatures qui hantent ce lieu et qui, du coup, donnent un aspect un peu fantastique, un peu comme dans Abyss. Je sais plus qui est-ce qui a dit Abyss, à un moment donné, qui a cité Abyss. Ouais. C'est vraiment l'ambiance, en fait, de ce scénario. Donc voilà. Et ça se termine, vous récupérez donc ces créatures, vous appelez Solipsis pour qu'elles viennent les chercher. Il y a une scène quand même assez amusante où Ridger joue au morpion avec une des créatures. Voilà, ils testent leur intelligence en fait, en faisant plein de trucs. Et ça devient assez inquiétant en fait. Je pense qu'on sera tous soulagés de voir débarquer Solipsis, parce que ces créatures semblent trop intelligentes à plein de titres. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est comme ça que Keri-san l'a compris. Ils sont arrivés, il n'y avait rien autour, ils ont commencé à faire de l'archéologie. Ouais. Et ils ont commencé par mettre des sous-titres sur tous les hiéroglyphes que la plupart d'entre nous seraient incapables de traduire, alors qu'eux ont perdu la mémoire. Voilà, c'est ça. On se dit, si on les laisse dépasser par une force qui est au-delà de ce qui nous est perceptible. Par le biais de ces créatures. Mais c'est fascinant, je trouve. Enfin, Milan les trouve fascinants et passe les quelques jours qui suivent à essayer de les comprendre, de connaître leurs limites. 5 jours, en fait, vous êtes en quarantaine, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez pas avoir le droit de retourner au Sub-Zéri tant que ces créatures sont dans les parages et n'ont pas été analysées en fait par Solipsis. Et du coup, vous allez passer 5 jours en fait avec elles et vous familiariser. Quand j'y pense, en plus, on récolte leurs yeux. C'est un peu dégueulasse en fait. À un moment donné, vous les prenez dans la poche. On prend leurs yeux on prend les petites billes de nacre vachement jolies dans la poche et tout. Heureusement, elles se volatilisent, mais on comprend après qu'en fait, elles sont parties de votre poche. C'est leurs yeux, quoi. C'est pas très. Ça va vraiment. C'est pas très glamour, ça. C'est plus que leurs yeux, c'est eux. C'est la totalité de leurs êtres. Ouais. Alors, je pense qu'il est aussi intéressant. Il est aussi intéressant de parler des problématiques de temporalité qu'on avait déjà rencontrées, parce que la balise qui nous a appelés et qu'on retrouve dans la capsule qui portait les fragiles, qui a été éventrée, s'avère être une balise qui nous appartenait, qui appartenait au personnage de Amir, et qui a été envoyée de l'espace vers notre planète. En gros, ça sent le fait de Cellulis, quoi. Il y a une espèce d'incohérence bizarre. Ou le paradoxe temporel. Qui fait que
le container avec écrit fragile dessus a été tracé et pour vous, vous étiez destiné en fait, on peut dire ça comme ça quoi. Alors est-ce que c'est toi-même, le personnage d'Amir, qui t'est envoyé ce signal? Est-ce qu'on va pas découvrir dans la suite de l'histoire qu'en fait c'est toi-même qui a envoyé ce signal? Ça, c'est la théorie de certains d'entre moi. Ouais, voilà. Moi, l'envoi du futur. Moi, pour autant, t'as pas retrouvé la boîte. T'as pas retrouvé la boîte chez toi. Voilà. Donc là où je l'ai mise, elle n'y était pourtant, plus. elle a émis un signal avant de n'être plus en ta possession. Il y a d'un code qui ne peut être, qui est uniquement utilisé par la résistance du pôle sud. Ça, c'est important aussi. Donc, il vous est vraiment destiné ce petit colis, quoi. La personne qui vous a envoyé ce colis a l'air de bien vous connaître et de bien connaître Solipsis, puisque les créatures, lorsqu'elles arrivent dans l'eau, sont porteuses de ce nom et disent bah voilà, on ne sait pas qui c'est, mais on doit aller voir Solipsis. Donc, menez-nous à Solipsis, quoi. Et en même temps, ces créatures n'ont pas l'air de nous reconnaître, nous. Non. Donc, le mystère est encore épais. Hein. Ouais, c'est là que moi, c'est ça que j'aime bien en fait dans cette épreuve, c'est qu'elle lance en fait ce que j'aime bien dans ce sens, c'est-à-dire le maelstrom, le questionnement permanent des joueurs autour de la fiction, autour de ce qui se passe. Donc ça, je trouve ça intéressant. Par contre, sur la fin, on a obtenu une réponse avec l'arrivée de Solipsis. C'était la première fois en fait que Keri-san voyait Solipsis, donc Quadrilla. En tant que Quadrilla, et donc avec sa perception à la vie, quoi. Et donc on a relié à ce moment-là, alors fausse piste ou bonne piste, j'ai tendance à penser que c'est une bonne pioche, mais je suis overconfidente en tant que joueur, aussi bien que mon personnage, avec peut-être un peu moins d'ego, j'espère. Que les immortels représentent chacun une rune. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer quand même aux auditeurs, c'est que quand Solipsis arrive sur les lieux et que la Quadrilla, on va y arriver, hein, que Keri voit Solipsis, elle s'aperçoit qu'en fait Solipsis a une rune de vie immense et elle le ressent immédiatement, en fait elle le voit, elle la ressent comme divine, voilà, comme c'était le dieu qu'elle devait servir, et c'est l'expression qu'avait utilisée Graveur quand je lui avais dit puisqu'il nous accusait d'être responsable de sa vie ou de sa non-vie, et que je lui ai demandé qu'au fond il était libre et qu'il avait qu'à faire ce qu'il voulait et qu'il n'était pas obligé de servir Miphos, et il m'avait répondu mais non, mais Miphos pour nous c'est un dieu. Et donc ça signifie que pour les Quadrillas, Miphos a la même extrême importance que Soren l'a pour moi en tout cas. Mais en tout cas, pourquoi il t'a dit que c'était un dieu? C'est parce qu'il a créé leur monde. Parce qu'il a créé leur monde. Voilà. Mais donc, et le fait que Keri-san ait la même sensation ou ressente quelque chose qui lui fait penser le même type de choses nous amène à nous poser la question, effectivement, quel est le rapport entre Soren et le monde qui nous apparaît comme réel? Est-ce que c'est pas le même type de rapport que Miphos a avec le monde qui nous apparaît comme l'ombre-monde? D'accord. Et quel rapport entre les runes du miroir et Rebirth et l'autre Cosmo et Rebirth. Cosmo et Rebirth aussi. Et après, on a commencé à spéculer sur quel immortel pour quelle rune pour quelle immortel. Et donc vous aviez statué sur quoi? On avait statué. Alors Wilfried, c'était le chaos. Ça, c'est à peu près. Qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? Parce qu'on sait qu'il est très très fort en chaos. D'accord, ouais. Grâce à des objets, il faut voir aussi que vous avez aussi l'aide du personnage de Ridger qui a un espèce de truc Personae. Voilà, un module sur sa Repioï qui lui permet d'évaluer les miroirs. Voilà. Et puis il a 2 actions par tour. Voilà. Soren, c'est la rune de la vie, et on se demandait pour Miphos si ce serait pas le Cosmo. Dans la mesure où ils ont construit. Mais finalement, puisqu'il a créé le monde des Quadrillas, peut-être que la rune de la création serait plus adaptée, je ne sais pas. Ouais, mais et puis on avait posé aussi et la tout ça, question c'est sans compter sur les runes manquantes. De Finn Longfinger, qui était un guerrier, donc peut-être la rune de mort. Et puis
Puis on se demande si les runes aussi peuvent pas passer d'un personnage à l'autre. Longfinger étant mort, est-ce que un autre personnage aurait pu hériter de sa rune? D'accord. Et puis on a aussi c'est votre théorie du moment. On a aussi appris que non, c'est une vieille théorie quand même. Envoyé... En tout cas, pour moi, c'est une vieille théorie. Enfin, c'est une théorie. Ça fait longtemps que tu te dis que c'est potentiellement des. Depuis le début, en fait, depuis la guerre des Immortels, depuis les vidéos de la guerre des Immortels. D'accord, ok. Et on s'était posé aussi là. On a aussi appris que Miphos avait envoyé Métatron pour enlever plus que pour tuer Wilfrid. Ouais, exact. Donc, dans la mesure où on sait que Miphos doit avoir conscience qu'il n'y a pas que 2 runes, il y en a peut-être une 3e, est-ce qu'il n'est pas en train de travailler sur une rune de chaos ou quelque chose comme ça? Voilà. Ils sont malins, ces joueurs. Ils sont malins. Ils sont malins. Il a peut-être besoin de réunir les porteurs de runes pour faire des trucs avec ou aussi. Pour pouvoir continuer à travailler sur la rune. Voilà. Mais c'est vrai que, moi, à titre personnel, je me pose de plus en plus la question, d'autant plus que, en tant qu'Adria, j'essaye de retrouver un sens à ma vie. Et si jamais le monde dit comme réel est un monde généré de la même manière. Cherche un sens à sa vie. En tant qu'Adria, bah oui. Bien sûr, c'est normal de chercher un sens à sa vie. Et en tant qu'Adria, c'est normal. Voilà, et comme Cosmo pourrait faire les bases d'une très belle dictature et que c'est plutôt ce qu'a mis en place... c'est ça qui vous a fait triper sur Miphos égale Cosmo, en fait. C'est l'idée que la super dictature, c'est l'œuvre de l'ordre, de la discipline. C'est l'œuvre de l'ordre et de la discipline. Donc, est-ce que finalement, le monde dans lequel on est n'est pas simplement un monde virtuel généré par l'ordinateur Rebirth, dans lequel on retrouve, c'est pas vie, mais enfin bon... On retrouve cette idée de naissance. Et puis, est-ce que... Sachant que Rebirth, en anglais, c'est aussi Renaissance. Et qu'on joue à Sens Renaissance. Voilà. Et que... Mais ça, nos personnages ne le savent pas qu'on joue à Sens Renaissance. Oui, mais en tant que joueur, on le sait. Alors, ça dépend combien de points d'immersion tu mets. Quand on fait, c'est du lisse. Je pense que collectivement, on en a assez. Et au contraire, que Sens... et que donc Rebirth serait celui généré. Est-ce qu'en fait Soren et Miphos sont pas en train de se faire une LAN party en faisant s'affronter les 2 mondes qu'ils ont générés? Ils jouent aux jeux vidéo, quoi. Avec des pions qui existeraient dans aucun des 2 mondes, qui seraient d'un côté les quadrillas, de l'autre côté les bugs, et qui essaieraient de réussir à tacler le monde de l'autre. C'est très intéressant tout ça. Avec une première partie gagnée par Miphos. Très intéressant tout ça. C'est marrant, moi j'adore. Moi, c'est ma partie préférée de ce podcast, c'est quand on entend les théories des joueurs. C'est très intéressant. C'est pour ça que Renaissance, ce serait la 2e partie. Et vous avez d'autres théories comme ça à partager avec nos auditeurs? Il y a des... Moi, j'ai des théories encore très fumeuses, encore très vagues. Vas-y, Amir. Je me pose surtout des questions sur... donc effectivement, comme tout le monde, est-ce que notre monde considéré comme réel l'est-il vraiment? Je me pose également des questions sur... C'est génial. Sur les sentiments réels ou imités des quadrillas. Là, c'est un petit... Comment dire, une raison de tension entre... Vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, je fais juste un commentaire pour les auditeurs, c'est comme les motivations en fait, des personnages et les relations qu'ils entretiennent entre les divers persos de la table les poussent aussi à faire des théories autour de la métaphysique du jeu. C'est-à-dire que là, tu vois, tu es en train de te poser une question sur est-ce que les quadrillas ont des sentiments ou pas, ce qui est une question proprement existentielle, métaphysique, philosophique et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as un lien avec Keri-san qui est fort et que tu as envie de croire que, tu vois, et inversement, si tu découvres qu'ils n'ont pas de sentiments, ça va impliquer. Tout à fait. Et vous voyez en fait comment le jeu vous pousse comme ça progressivement à... Sauf que moi, je pense que Keri, elle risque de perdre ses sentiments peu à peu. Je pense qu'elle en a, mais qu'elle est en train de les perdre en même temps qu'elle va perdre pied ses liens avec la réalité. Qui est-ce qui veut ça? C'est Julien. Sa nature de quadrilla. Ah, c'est la manière dont Julien va nous le jouer. C'est ça qui va faire la différence. Et donc, c'est ce que je vous disais quand je vous disais, dès le départ, je vous ai dit, je n'ai pas autorité sur vos blessures mentales. C'est à vous, en tant que joueur, de vous mettre vos blessures mentales. Sous-entendu, j'ai autorité sur plein de choses, mais je n'ai pas autorité sur ce que vous pensez.
quelque part, tu vois, c'est Julien en fait qui va trancher cette question métaphysique et donc ça va le pousser lui aussi à faire des choix. Et vous voyez, enfin, c'est comme ça que le jeu entraîne en fait progressivement ses personnages et ses joueurs dans une spirale infernale. Mais c'est des questions que je trouve aussi. Moi, je sais que j'aime bien en tant que joueur aller chercher quelles sont les conséquences de ce que vit mon personnage pour pouvoir éventuellement chercher une manière de dépasser ces conséquences. Alors, dans un second temps. Parce que je comprends parfaitement. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue système, lui, il se pose la question parce qu'il t'aime et qu'il n'a pas envie que tu n'aies pas de sentiments. Et donc, il se pose la question pour en avoir le cœur net. Toi, tu es obligé de te poser la question en tant que joueur parce que tu dois lui apporter une réponse en fait indirectement. Et donc, du coup, tu te poses la question par rapport à l'univers parce qu'en fonction de ce que l'univers va te dire, tu vas, etc. Et en fait, si on réfléchit bien, ça va être comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire, il va y avoir des interactions comme ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand on voit une team de PJ comme ça qui se constitue, on comprend, tu vois, les maillons. Et moi, je veux aussi que ce podcast, ce soit un podcast qui permette éventuellement aux joueurs de comprendre en fait les dynamiques qui les poussent à s'interroger autour de la table et aux meneurs d'encourager ces dynamiques. Il faut dire que la mission qui se passe dans la Nouvelle-York, où on vainc Graveur et on finit par détruire Métatron, répond à énormément de questions. En fait, il y a énormément de questions qui se sont accumulées sur la nature des quadrillas. Pose des questions plus que non. Il y en a beaucoup sur lesquelles on sait ce que pensait Graveur, au moins. Alors, c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément ça, mais il nous répond sur le fait que lui aussi s'est posé la question de dans quelle mesure les quadrillas et les bugs sont en miroir les uns après les autres et ont sont deux existences qui ont été séparées. Moi, je trouve que Graveur, il est autant largué que vous, quoi. Mais il n'y a pas plus de réponses que vous, au final. Oui, mais qu'il n'en ait pas non plus, ou qu'on sente bien que ces réponses... En soi, ça apporte des réponses. Ça apporte déjà beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression... C'est des questions sur lesquelles on n'est plus en retard. D'accord, ouais. Par rapport à l'opposition. D'accord. Qui représente pour nous, sur lequel on était très focalisés, qui étaient les quadrillas. On a croisé un quadrilla qui nous a pas attaqué à vue. Donc il y a plein de choses comme ça où effectivement l'opposition entre bug et quadrilla, en fait, on les a un peu dépassés. On sait que c'est plus tellement la nécessité, d'autant plus que maintenant on en a un à domicile. Donc si on a des questions, si on a des choses à comprendre, on peut essayer de les comprendre comme ça. Ouais. Et ça nous ramène sur nos objectifs. Bien sûr. Qui sont de continuer la lutte. Non, c'est intéressant. Donc les nouvelles thématiques enrichissent le jeu et l'immersion. Alors, il faut savoir un truc sur cette team de joueurs aussi, c'est que vous n'utilisez jamais l'effet de cellulis. Et donc vous conservez, donc quasiment jamais, arrêtez t'as réussi pendant deux épreuves. T'as réussi à forcer. Et parce que je vous ai obligé à le faire, quoi. Donc soyons clairs, quoi. Je vous ai obligé à le faire. Suffisamment tenté. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez gardé 12 points d'immersion positifs pendant toute la partie. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donne des joueurs à plus 12 entre les PNJ. En gros, vous bottez des culs, quoi. Mais ça nous est très étranger, en fait, de pouvoir utiliser des faits de cellulis en termes de système de jeu. Mais très bien. Et du coup, on n'y pense pas beaucoup. Ouais. Moi, je me pose une autre question par rapport à ces faits de cellulis. C'est dans quelle mesure nos persos ne ressemblent pas suffisamment pour que finalement ce que nous sachons faire en tant que joueurs, nos persos savent aussi le faire d'une certaine manière. Audrey, ça te fait rire? Tu veux parler de ton ego? Je l'attendais. Non mais je vois bien la manière dont vous jouez. Et je pense que ce système d'immersion, ça vous déplaît en tant que joueur. Parce que vous avez envie d'être dedans. Et quelque part, cette immersion enlevée, ça vous cesse de faire jouer. Moi, il y a clairement de ça. Oui. Amir dit oui. Julien, vous opinez du chef. Pour moi, les points d'immersion, c'est clairement des trophées, quoi. Il ne s'agit pas de les brader au puce derrière, quoi. D'accord. C'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, j'aurais peut-être beaucoup moins de scrupules à en dépenser que les autres. Par contre, j'en ai pas ressenti la nécessité. Voilà, d'accord. Alors peut-être que plus tard. Pourtant, là, par rapport au caisson, j'ai bien insisté, quoi. C'est du français, mais vous pouvez pas le lire.
Parce que vos personnages ne peuvent pas le lire. J'étais obligé de dire ça. Et tout le monde a compris, mais on s'est demandé... Personnage. Non, j'avoue que moi, j'ai même pas compris. Moi, j'avais bien compris, je l'ai vu en énorme. Et je me suis posé la question comment en faire un truc sympa. Et à ce moment-là, Lexa s'est lancé. Moi, je me suis dit que Milan, il devait bien avoir un module encyclopédique dans sa putain d'armure quelque part et qu'il allait nous décrypter ça jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, non, fallait pas s'y prendre comme ça. Ouais. Mais j'ai pas pensé à faire ça parce que ça m'est très étranger comme système. Ouais. Et puis moi, j'avais déjà l'ombre magie, enfin les ombres pouvoirs qui permettent déjà beaucoup de liberté. Ouais. Et peut-être que j'aurais été plus. Là, j'aurais dit mes couilles. Non, bien sûr, mais là il fallait vraiment utiliser en termes de liberté. En fait. Pour moi, les points d'immersion, j'imagine les utiliser pour un gain de liberté sur une situation où mon personnage est bloqué ou j'ai envie de continuer. T'as pas envie de les utiliser pour en savoir plus? Si. C'est pas de la liberté d'en savoir plus. Si. Si tu prends l'information comme base de knowledge is power, non? Ouais, c'est ça, mais c'est de la liberté. Le savoir, c'est la base de la prise de distance avec tes déterminants. Oh, mais il y a un autre truc, c'est que l'effet de cellulis, c'est nous, en tant que joueurs, où on apporte nos connaissances à notre personnage. Bien sûr. Mais moi, j'ai tendance à considérer que mon personnage, il sait plus de choses sur son monde que moi. Je ne peux en apporter. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était écrit en français. Ouais, bon, là, d'accord, c'était gros et ça clignotait et t'avais fléché le machin comme un fou parce que t'étais désespéré qu'on fasse ça. Attendez. Mais la plupart du temps, la prochaine fois, moi, je servirais pas à grand chose dans l'histoire, tu vois. C'est heureusement que mon personnage est qui elle est parce que je suis pas sûre que moi, Audrey, joueuse, si j'étais projetée dans cet univers, je me démerderais mieux. Je ne flécherai pas et je vous laisserai vous démerder. Ce sera votre problème. Et tu vois, moi, pour souligner ce que disait Audrey, je n'ai tellement pas l'habitude de ça. Pourtant, j'ai déjà joué dans des systèmes où, effectivement, il y avait l'équivalent de ces points d'immersion, des points de destin, des points d'héroïsme ou autres. Et je ne les utilise quasiment jamais non plus. Je n'y pense jamais. C'est pour ça que même avec le gros fléchage que tu as fait, personnellement, ça m'est passé totalement au-dessus de la tête. Mais c'est vrai que... Je ne flécherai plus. C'est vrai que je pense que il y a un petit, je pense on les a pas très bien compris au départ en fait ces faits de cellulis, parce que l'exemple que tu citais souvent, c'est pas quelque chose qui était lié à la connaissance du joueur, mais c'est plutôt quelque chose qui était lié aux autres imaginaires du joueur. Ouais. Quand tu cites les chevaliers du Zodiaque, c'est pas la connaissance que je ne connais pas de Rome. Oui, mais j'ai dit les deux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que quand nous on les a écrits, on a écrit des faits, on s'est présenté, on a fait un CV. Ouais. Plus que de dire oui, mais moi je connais, je sais pas, Bilbo le Hobbit, donc il y a un anneau d'invisibilité, donc mon personnage devient invisible ou trouve un anneau, ou tu vois. Et je pense que c'est là-dessus où peut-être comme on est dans un monde futuriste. Futuriste. Il y a une dimension post-apo, donc il y a des technologies qui ont l'air légèrement plus avancées que les nôtres. On a colonisé la Lune, donc par rapport à ce que nous on sait, on se dit normalement nos persos en chimie, ils ont à peu près le même niveau. Un peu mieux la technologie alors qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a tendance à sous-utiliser. En fait, au niveau de et c'est vrai que je n'osais pas décrire. En fait, je m'aperçois c'est une énorme erreur. Au niveau du vestimentaire, par exemple, les gens ils sont habillés plutôt comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Au niveau de la technologie, c'est plutôt des ordinateurs sous MS-DOS que des Mac. En fait, ce qui fait vraiment office de technologie supérieure et extraterrestre, c'est vos répioïdes, et il n'y a que ça. La résistance, c'est de la bouse. Enfin, c'est de la bouse informatique, c'est de la bouse téléphonique, c'est de la bouse radio, c'est de la bouse balise, de la bouse de tout, quoi. Oui, mais on a ça. On a la répioïde. Oui. Plus des maxi sous-marins qui n'existent pas en réalité. Ouais, enfin bon, c'est des capacités. C'est des vieilles carlingues de merde. Plus des vaisseaux qui peuvent aller dans l'espace. Ouais, c'est pas grave, ça. Dans Alien aussi, ils vont dans l'espace avec des ordinateurs sous MS-DOS. Regarde bien Alien 1, tu verras. Ils y arrivent. C'est vrai. C'est vrai. Ils y arrivent et ça fait bip, 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 bip. Mais ils meurent quand même. Tous, quasiment. Non, ils meurent pas tous. Pas tous, mais c'est pas loin. Le chat, il survit. Oui, mais après, il termine mal dans le bar. C'est vrai qu'ils finissent mal. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire que ça s'inspire, en termes esthétiques, ça s'inspire plus de ce genre d'univers
que de, je sais pas, un univers extrêmement futuriste, j'ai pas vraiment en tête. Tout à fait, mais même dans ce type d'univers, on a toujours un doute sur est-ce que nos compétences en tant que joueurs seraient tellement plus utiles que les compétences de nos personnages. Et est-ce que ça ferait une vraie différence? Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, vous avez gardé vos points et que de fait, ça boostait vos runes à fond et que ça vous a bien servi, ça. Parce qu'il y a des moments où vous avez botté des culs, vous avez réussi à vaincre des défenses de personnages. Par exemple, le graveur, moi je trouve que le combat s'est bien déroulé. Hein. Vous avez pris 6 BM en tout, un truc comme ça, dans le combat 3 et 3. Moi j'en ai pris 3 en faisant sauter le bouclier. Moi aussi, 3, c'est ça. C'était rapide, hein, en fait. Le combat, il était ultra rapide, j'ai trouvé, moi. Deux rounds, c'est vachement court. Hein. Ouais. Alors, et encore, j'ai perdu beaucoup de temps à l'épargner, en fait. Et à discuter avec lui. Ouais, c'est vrai que tu aurais pu l'attaquer un peu plus. Ouais. S'il y a aussi un élément qui nous a beaucoup aidé dans le combat avec le graveur, ça a été l'entraînement qu'on a fait. Ah oui, ouais, exact. Alors, dans le Sub-Zeri avant. Ouais, c'était peut-être un conseil à donner aux meneurs de jeu si vos joueurs n'ont pas joué depuis longtemps, ce qui était notre cas. C'est-à-dire que l'entraînement, on s'est entraîné à lutter contre Wilfried, ce qui nous a permis de reprendre les automatismes de sens en termes de combat. Ouais. Et pour le coup, on était très affûtés en termes de stratégie de groupe pour le combat sur le graveur. C'est vrai. Et les erreurs qu'on a fait contre Wilfried, on les a pas reproduites sur graveur, quoi. Humble aussi. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Non, mais bon, il y en a, ils sont incorrigibles, mais. Non, mais oui. Wilfried, il avait même pas son armure. On s'est bien fait botter les fesses quand même. Enfin bon, quand vous le blessiez, donc, par contre, l'armure, elle apparaissait, tu vois. Donc, il avait peut-être pas son armure, mais enfin, il était là pour le protéger quand ça allait mal. Donc, il est super rapide, hein. Donc, un double d'action, ça aide. Donc voilà. Après, c'est pas sûr que l'armure lui facilite spécialement ses combats à Wilfried. Hein. Parce que vu qu'il a l'air de servir beaucoup de son corps comme d'une arme avec ses arts martiaux et tout ça, c'est pas sûr que son armure lui facilite vraiment le combat non plus. Donc voilà. Bon ben voilà déjà toutes ces parties. Est-ce que vous avez des reproches à me faire, du débrief? Vous savez, en général on fait un petit débrief aussi où on dit telle chose. Moi, par exemple, j'ai un reproche à faire à Julien et peut-être à Audrey et peut-être à... Non, j'ai 2 reproches en fait. Un premier, c'est que vous faites trop de discussions en dehors... trop. Vous en avez fait 3 au cours de la soirée. Quand vous faites des discussions entre vous et que moi, je suis en train de jouer avec un autre joueur, c'est désagréable. Parce que du coup, vous parlez à côté. Moi, déjà, ça me perturbe parce que j'essaye d'écouter ce que vous dites et voilà. Ce sont des discussions en jeu malgré tout. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas des discussions. Oui, c'est du roleplay. Ils font du roleplay, mais à côté, quoi, presque. Et moi, j'aimerais bien entendre ce que vous avez à vous dire, et parfois, même, c'est important. Ça, c'est le premier truc. On essaye de faire un débrief après. Et deuxième truc, j'aime pas trop, mais voilà, c'est votre manière de jouer, c'est pas très grave. J'essaye vraiment de trouver des reproches parce que j'en ai pas en fait dans le fond, mais voilà, histoire de dire quoi. C'est que vous parlez trop au conditionnel. Si vous faites ça, j'aurais à faire ça. Si tu fais ça, je devrais faire ci. Moi, je pense que ça vous... Enfin, souvent, vous dites ce que vous feriez si quelque chose arrivait. Alors que vous pourriez le faire, tout simplement. Ça, je pense, surtout Julien et Audrey. Ça vous arrive très souvent de dire, tu vois, si tu fais ça, j'aurais à faire ça, ou etc. Alors que la situation se présente pas forcément. Alors après, c'est intéressant parce que ça en dit long sur vos personnages. Ça dévoile, en fait, la psychologie de vos personnages. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, dans un film, entre guillemets, ou dans un jeu de rôle, on montre certaines choses et il y a certaines choses qui sont secrètes. Je trouve que le fait que vous disiez comme ça, s'il se passe ça, je vais faire ça, ça a tendance à être un peu tue l'amour, parce que vous nous dites en fait trop. Moi, j'ai envie de pouvoir imaginer aussi, de projeter. Enfin, je sais pas si vous comprenez. J'ai pas trop souvenir d'avoir fait ça, donc ça doit être tout à fait instinctif, j'imagine. Ouais. Moi, je crois que tu m'as repris une fois effectivement là-dessus. Je pense que ça vient du fait que notre groupe se cherche en termes de stratégie. Et que donc ça correspond à des discussions pendant de longues soirées dans le Sub-Zeri sur on va arriver sur place, qu'est-ce qu'on va faire, alors s'il se passe ça, on ferait ça. Voilà. Je pense que c'est cet esprit-là. Et clairement, je pense qu'il n'y a plus ce problème-là à partir du moment où je suis passé Quadrilla. Parce qu'avant, Kirisan était dans un gros doute sur sa survie, sur son avenir. À partir du moment où elle est passée Quadrilla, le seul doute qui restait, c'est est-ce qu'elle rentrait aux bases du pôle Sud ou est-ce qu'elle quittait définitivement le groupe. D'accord.
Enfin, en tout cas, voilà, je trouvais que c'était une manière originale de jouer. Moi, j'avais jamais vu des joueurs jouer comme ça. Mais ce que je trouvais dommage, en fait, dans cette manière de jouer, c'est que du coup, ça en dit trop sur le personnage. Je préfère voir une action et ne pas savoir ce qui l'a motivé, tu vois. Plutôt que de... Par exemple, à un moment donné, vous dites « je te repousse ». Et là, tu vois, si... Je donne un exemple, Audrey. Hein. Je donne un exemple. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé vraiment. Mais par exemple, imagine, je dis « je te repousse ». Et si je te repousse, c'est parce que mon personnage pense ça, ça et ça et de toi. Ben ça, je trouve ça tue l'amour. Parce qu'en fait, moi, je préfère que tu dises juste « je te repousse ». Et c'est tout, et c'est à moi d'imaginer. La scène que Ridger a jouée avec Julien était vachement intéressante de ce point de vue-là, parce que Ridger n'a rien dit. Il ne dévoile que maintenant, dans ce podcast, pourquoi il l'a repoussé et pourquoi il a fait ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que quand vous donnez tout de suite les raisons de votre personnage au moment où vous faites l'action, alors ok, c'est sympa pour le joueur, parce que le joueur, du coup, il comprend les raisons, mais par contre, je trouve que d'un point de vue personnage, d'un point de vue réflexion, d'un point de vue maelstrom, c'est un peu tue l'amour parce que vous expliquez directement les raisons pour lesquelles vous faites l'action. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Amir, tu avais quelque chose à dire ? Oui, mais pour moi, c'est le fait d'avoir déjà joué très longtemps de ce genre de choses. Et quand on ne l'explique pas, souvent, ça amène des malentendus. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Alors que, en fait, l'expliquer, c'est... C'est aussi dire aux joueurs, je fais pas ça contre toi, je fais ça dans l'esprit de mon personnage. Il y a ça, et il y a également le fait de montrer ce qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, les façons d'être des personnages, qu'on n'arrive pas toujours à transmettre. Le langage corporel. Le langage corporel et autres. Et donc on l'explique hors roleplay pour tu vois, faciliter ça. Voilà, c'est une très bonne raison de le faire. On pourrait mimer les scènes sinon. Non, je demande pas ça. Non, mais juste faire attention à pas trop en dire. Je dis pas, c'est intéressant de le dire, t'as raison Amir, pour toutes les raisons que tu signales, mais pas trop en dire non plus. Si tu passes un quart d'heure à m'expliquer pourquoi à ce moment-là tu l'as embrassé, machin, je trouve ça un peu tue l'amour, tu vois. Si c'est trop long... On a beaucoup joué des scènes sans explication. Et on a un groupe où on a joué il y a pendant pas mal d'années, et on s'est aperçu à un moment, par exemple, quand on avait des apartés avec les PNJ, on sortait. Et puis un jour, on a fait une scène avec un PNJ où tout le monde était présent, qui était une scène en plus assez engagée en termes de roleplay. C'était dans une histoire d'enquête où il y a un des inspecteurs qui allait voir un contact, etc., avec qui il avait des relations un peu bizarres. Et toute personne... SM Et personne, les autres personnages ne savaient pas comment se passait l'intimité de son personnage-là, parce qu'au commissariat, c'était juste un vieil inspecteur un peu vachard et qui était toujours, qui avait toujours l'air bien propre et qui avait toujours l'air d'avoir fait les choses parfaitement et d'engueuler tout le monde. Ouais. Et on s'est aperçu que cette scène-là, qui avait plu à tout le monde et qui avait été intéressante à regarder même pour les gens qui ne participaient pas, d'un seul coup avait donné de la profondeur au personnage. Parce que, bien sûr qu'ils n'avaient pas vu cette scène-là, mais en sachant en tant que joueur ça, ils imaginaient tout ce que le joueur n'arrivait pas à jouer forcément dans la scène. C'est pas ce qui me pose problème, parce que moi-même, à titre personnel, je ferais des cinématiques aussi comme ça. C'est-à-dire des choses que les joueurs ne voient pas, mais c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est quand il y a trop d'explications. Je veux pas qu'on me prenne pour un con, tu vois. C'est un peu comme, je sais plus qui est-ce qui disait, quel réalisateur disait, j'ai pas envie de prendre mon public pour un con, tu vois. Et il y a un moment donné, en fait, où si tu m'expliques trop de choses par rapport à l'action qui est en cours, j'ai l'impression que tu me prends un peu pour un con, tu vois. J'exagère. Là, vraiment, je racle les fonds de tiroir pour faire des reproches, hein, parce que je vous ai filé 12 points d'immersion et vous les avez pas perdus. Donc, c'est qu'a priori, j'ai adoré la partie, soyons clairs. Hein. Je suis vraiment en train de chercher les problèmes pour vous pousser à dire aussi les vôtres. A priori, il y a aussi le fait que on fait ça pour des points dont on ne soit pas sûr qu'elles soient centrales dans l'histoire, ou en tout cas dans le scénario. Et comme c'est de l'interlude et qu'on a envie de commencer le scénario qui suit sur des interactions entre PJ, on a tendance à mettre les sous-titres un peu vite pour pouvoir commencer l'aventure. Je plus sois sur ce que disait Amir tout à l'heure en disant que par contre ça évite les malentendus et tout ça. Et ça, je suis vraiment d'accord. C'est-à-dire parfois il y a des joueurs qui vont avoir des réactions, des personnages en fait qui vont avoir des réactions dures entre eux, et comme les joueurs n'ont pas suffisamment précisé que c'était les personnages et pas les joueurs vont avoir tendance à le prendre pour eux, genre mais qu'est-ce qu'il y a, c'est contre moi, c'est pas contre... Les gens ne savent plus, et là c'est vrai que l'avantage de cette table, c'est qu'on voit que vous avez l'habitude de ce genre de trucs, et que non, ça c'est vachement bien. Donc tu vois, c'est un mal pour un bien, si j'ose dire. Mais c'est juste pour vous dire, n'en expliquez pas trop, c'est bien aussi de laisser un peu de mystère. Là j'avais besoin j'avais un interlude très fort, parce qu'il fallait que pour Kei-san, il fallait qu'elle dise adieu à tout le monde.
Oui, tout à fait. Et donc, il fallait qu'elle aille voir chacun, qu'elle ait une scène de roleplay avec chacun. Si je prenais vraiment le temps de faire toute la scène de roleplay et de ne l'arrêter que quand j'étais sûr que le joueur avait compris, que le personnage avait compris qu'est-ce que ressentait son personnage, c'était trop long. Ouais, donc, j'avais besoin d'aller voir Ridger et lui dire, après, c'est pratique aussi cette manière de jeu, ça permet de jouer la confrontation entre le chaos et le néant. À savoir que dans ce sens, si le chaos d'un personnage est supérieur au néant d'un autre, le personnage dont le chaos est supérieur peut connaître un peu plus ses sentiments derrière l'action, en fait. Parce que c'est le néant, en fait, c'est la caract néant qui permet de cacher, en fait, et vraiment de mentir, en fait, dans le jeu. Donc, du coup, c'est intéressant à ce niveau-là, parce que, du coup, comme tu décris vraiment bien, Julien, ce que tu as derrière la tête, tu vois, à un moment donné, je sais plus, j'avais demandé à Amir, t'as combien en chaos ? Et t'avais moins de néant que lui en KO, et du coup j'ai dit à Amir, t'as ressenti que s'il t'avait repoussé à ce moment-là, c'est plus parce qu'il t'aime que parce que, encore une fois, je cite un exemple à la con, mais qui s'est pas produit, mais voilà. C'était parce que mon personnage commençait à percevoir la vie et pas simplement le décor. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Bon voilà, moi j'ai raclé les fonds de tiroir pour trouver des problèmes, alors j'aimerais bien que vous en trouviez aussi. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux m'améliorer ? Moi, il y a un problème, mais je sais que dans la base, parce que tu nous as dit que c'était pas comme ça, c'est le fait d'avoir autant les premiers scénarios se passent dans la ville du pôle sud de base, et donc on tisse des liens de ce fait avec les PNJ et on perd ces liens avec les PNJ sur les autres missions parce qu'on n'est pas sur place. Et donc dans le coup, à partir de ce moment-là, j'ai vu toute l'utilité des fameux scénars solo qu'on ne joue pas nous. Et dont tu nous as parlé, et qui, pour le coup, donnerait beaucoup plus d'implication de nos personnages avec les PNJ. Et moi, j'ai une petite frustration là-dessus, c'est-à-dire que j'aimerais développer des aspects avec certains personnages non-joueurs que je n'ai pas le temps de développer globalement entre deux missions. Donc, j'en distille des petites pastilles, mais pas aussi profondément que je voudrais. Et sans mauvais jeu de mots. T'as envie de jouer des histoires d'amour, quoi. Non. Et donc voilà, autant au départ je voyais pas bien l'intérêt des scénars solo, autant aujourd'hui sur les missions qu'on a faites, je les conçois parfaitement. C'est hyper important. C'est hyper important dans Sens Renaissance. En fait, le problème en fait de Sens Renaissance, c'est qu'il amène des révélations en dehors du port d'attache en fait. À chaque fois tu pars ailleurs pour avoir tes révélations, et donc du coup tu vas pas avoir cette importance des liens entre les personnages, et c'est donc, un problème. En plus, comme on se retrouve entre nous, que la situation entre nos personnages est un peu tendue parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes opinions sur comment on doit se comporter les uns envers les autres, comme je le disais tout à l'heure. Moi, mon personnage est un petit peu isolé dans le coup, parce que j'ai ni d'attache avec les PNJ parce que j'ai pas le temps de les développer, et je perds un peu les attaches avec les PJ qui m'entourent, parce que mon personnage est de plus en plus hautain et de plus en plus difficile à canaliser pour les autres, et ça devient difficile, quoi. Du coup tu perds ton personnage, quoi. Tu perds toutes ces attaches en fait. Je perds un peu ces attaches, mais c'est aussi c'est aussi dans la logique de la solitude du commandant et du poids des décisions difficiles, ce genre de choses. Donc ça reste dans le canon du personnage, mais moi en tant que joueur, j'aimerais bien avoir plus de liens un peu plus concrets avec les PNJ. Donc là, c'est vrai que ça vient aussi de la manière dont on joue, hein. C'est-à-dire on se retrouve pour un week-end pour jouer 2 épreuves à chaque fois, donc faut entre guillemets faire du chiffre, quoi, tu vois, aller vite. Non, mais complètement. Et le jeu est pas prévu pour ça. Le jeu est prévu pour jouer en épisode toutes les semaines en fait. Tu joues avec tes potes tous les lundis soirs. Et tu fais un épisode à chaque fois. Et du coup, le jeu est vraiment prévu pour ça, pour le coup. Une intermission à chaque fois ? Et t'essayes au maximum au moins de discuter, ouais. Il y en a qui le font par mail, par exemple chez Adrien, on fait beaucoup ça par mail. Morgane et Maxime aussi font ça pas mal par mail. Ils sont dans d'autres problématiques. À une époque, c'était parce qu'ils habitaient à Paris, que c'était difficile de voir en fait leurs potes séparément. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement exigeant, de ce point de vue-là. Et ma foi, je crois qu'il n'y a personne en France qui a le moyen de faire ce que Sens veut que les joueurs fassent, quoi. Nous, on l'a pu le faire en fait à Méta parce qu'on était à la fac et qu'on jouait de façon hebdomadaire en fait.
Mais c'est vrai que j'avoue que c'est extrêmement complexe. Et je comprends parfaitement ta frustration. Et elle est liée à un autre truc aussi, c'est que moi, en tant que MJ, je n'aime pas Sens Renaissance. Je n'aime pas ce jeu. Je le trouve puéril, mal écrit. Enfin, il est vraiment... C'est difficile. Je surkiffe Sens Mort, Sens Néant, Sens Cosmo et la suite et tout ça. J'aime bien Sens, tu veux. Mais Sens Renaissance, je trouve ça laborieux. C'est un vieux jeu. Pour moi, ça a 15 ans. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle table, j'essaye d'aller le plus vite possible sur Sens Renaissance, de passer en fait, de façon à arriver aux épreuves qui m'intéressent vraiment, quoi. Parce que c'est vrai que c'est... Donc là, c'est maxima mea culpa. J'ai envie de dire que je plaide coupable aussi. Je pourrais prendre plus de temps et faire des épreuves supplémentaires. Ouais, mais Mais bon. Moi, c'est à titre individuel, mais à titre de groupe, j'ai envie que ça avance, j'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de connaître les secrets et de pas que le groupe ne s'arrête pas sur des points qui me sont personnels, quoi. Après, je peux te garantir que tout ce que tu es en train de dire là, non seulement la suite du jeu va te le proposer, mais en plus, ça va te proposer un système pour jouer. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas Sens Renaissance. Sens Renaissance, il me fait penser à un vieux jeu de rôle dans lequel on te propose de faire des choses pour lesquelles le système n'est pas vraiment adapté pour, tu vois. Alors qu'après, justement, le jeu s'améliore de ce point de vue-là. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas Sens Renaissance, tu vois. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ça vaut le coup de passer par ce passage laborieux qui est Sens Renaissance pour aller au-delà. C'est vrai, enfin, moi je rejoins un petit peu Antoine. J'ai trouvé que ça manquait de PNJ. Globalement, ça manquait de PNJ. Ils étaient pas très présents. Enfin, ça manque. Voilà, on en avait rajouté, c'était bien, mais ça peinait à définir un background humain un peu riche. Ouais. Et ça manquait de PNJ et ça manquait de PJ aussi d'une certaine manière, dans la mesure où on a peiné à créer une dynamique de groupe. Et il y a plein de moments où on s'est dit, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on a fait avant ensemble. Et c'est peut-être là-dessus sur lequel, effectivement... tu as proposé de rajouter un fait à chaque fois qu'on... Des faits flashback, ouais. Qu'on n'a pas eu le temps d'ailleurs de faire pour l'instant, mais sur lesquels on va revenir. Si avec Milan, on s'est dit, bah tiens, ça nous rappellera la période où on faisait nos TP ensemble, mais voilà, et il manquait un petit peu, 2 à 2, peut-être et nous deux, il y a l'archéologie. Ouais, il y a l'archéologie, mais c'est vrai que ça va... Il a raison, Julien, ça va pas... Enfin, moi, c'est un problème que j'ai eu à toutes mes tables, ça. C'est-à-dire, toutes mes tables dans Sens Renaissance ont eu du mal à se lancer, en fait. Il y a toujours le début où tu sais pas trop quelle est ta relation. Tu te dis, ouais, on est des amis d'enfance, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? Enfin, de quoi on parle, en fait ? Quand on a 3 semaines de Sub-Zérie, de quoi on se parle quand on parle de la météo ? Non, on est des potes d'enfance. On a peut-être des jeux en commun, on a peut-être des activités en commun. On mange quoi au petit déjeuner ? Enfin, tu vois, non, mais c'est des trucs tout cons, mais qui donnent du corps, qui donnent de la profondeur, qui donnent en fait de la crédibilité, tout simplement. Et comme le Sens est un jeu simulationniste basé à fond sur la crédibilité et le canon esthétique, ça joue à plein régime. Et ça, je suis d'accord. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le problème de tous les jeux de rôle, ça, en tout cas d'une certaine époque, des jeux des années 90-2000, dont Sens fait totalement partie. Oui, bien sûr. C'est ce problème au début, la team de PJ, c'est un peu, vous vous retrouvez à l'auberge et puis ça commence. Et puis voilà, quoi. Et encore, faut qu'ils acceptent la mission, faut qu'ils acceptent de boire un coup ensemble. Ouais, voilà. Moi, on a eu des débuts de partie où à la fin de la partie, c'était toujours pas rentré. D'accord. Ouais. Audrey, tu voulais ajouter quelque chose avant de poser le micro ? Ouais, moi j'ai pas du tout aimé la mission numéro 3. Je suis désolée de le dire. Mais parce que j'ai trouvé que c'était un scénar qui était très pauvre par rapport à ce que tu nous avais proposé avant et après. Ouais, c'est marrant. Ça. C'était hyper... suivez la flèche jaune. Ouais, ce que tu as dit à la fin. Et quand je pense au temps qu'on a mis pour faire ce scénar, j'aurais préféré qu'on fasse... Celui-là, j'aurais préféré qu'on le bâcle. Même si je sais que pour le personnage de Kerry, c'était important. Moi, perso, c'est dingue, ça m'a un peu gonflé, quoi. Faut voir que tu parles de l'épreuve de graveur. Et moi, je pense que Bah ouais, mais le combat a été vite vu à la fin. Ouais. Non, c'est clair. Dans le coup, il y a eu quelques révélations, mais rien d'hyper étonnant, en tout cas pour moi. Non, mais... les survivants étaient hyper accueillants.
0 question, on débarque et tout. Ils savent pas ni d'Ève ni d'Adam. On dit qu'on est là pour les aider. Ça passe comme une pilule. C'est super. Ils sont hyper contents de nous aider, hyper contents de monter dans notre submersible et tout. Enfin tout se passe super bien. Ouais, c'est pas toujours le cas. Ça dépend en fait de la température qu'a le MJ. Après le combat de graveur où on est déjà pas mal amoché, on tombe sur Météor. Ben ouais, mais là non, il a pas envie de nous attaquer, donc tout va bien aussi. Impeccable. Nickel. Tout se passe comme sur des Franchement, vous dites toujours que mon personnage est parano, mais je me dis putain non, ça peut pas se passer comme ça quoi. Il y a un truc, il va y avoir un truc. Et ben non. Ouais. Donc moi j'ai trouvé que voilà, disons que cette mission-là, je trouve ça bizarre. Quoi. Je l'ai trouvé pauvre. Ouais. C'est marrant, parce que moi ça fait partie de mes épreuves préférées. Dans quelle mesure les personnages... Mais en fait c'était une épreuve pour Kerry, mais oui, c'est ça, c'était une épreuve que pour Kerry. Enfin, après on a roleplayé et on est bons joueurs et du coup on accompagne l'épreuve de Kerry, mais c'était... Dans quelle mesure on n'est pas les faire valoir de Kerry? C'est ça, complètement, ouais. Mais c'est pas grave, c'était bien aussi que ça tourne pas autour du groupe mais d'une personne. Vous oubliez aussi que vous avez quand même approfondi vos relations avec Wilfried au cours de cette épreuve-là. Le voyage avec Wilfried, ça nous a permis de nous poser plein de questions sur les dates de naissance. Mais pour moi, c'était une épreuve émotionnelle. Voilà, ouais. Au niveau des révélations, tout ce qu'a dit Audrey, c'est vrai, mais pour moi, c'était une épreuve fortement émotionnelle. D'accord. Et ça, c'était important. Faut pas oublier que les origines de Wilfried, nous, on les connaissait d'avant. Et voilà. Et ça, c'est mon erreur. Et du coup, il n'y a pas eu de découverte pour nous. Non, mais logiquement... Ouais, mais c'est pas des choses que tu as bavé sur le scénar, c'est des choses que les talents de nos personnages ont été capables de découvrir. C'est-à-dire ça a demandé du boulot, quoi. Oui, mais parce que aussi... mais ça, je pense que vous avez eu énormément d'intuition, comment dire... vous avez de la prescience, en fait, sur le jeu. Vous savez des choses que vous ne devriez pas savoir, parce qu'en tant que joueur, vous avez des bonnes intuitions. Et donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie d'aller très très vite sur les premières épreuves, parce que je vois en fait, et Maxime te l'a dit, Antoine, quand tu as rencontré Maxime en convention et que tu lui as dit ce que vous étiez en train de faire, Maxime, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit, il vous a quand même pas déjà dit ça ? Mais en fait, c'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est vous qui l'avez découvert tout seul. Et donc j'ai été obligé de vous le dire parce que vous dépensiez les points qu'il fallait où il fallait, vous attaquiez là où il fallait. J'avais pas le choix. Ça aurait été incohérent de ne pas vous révéler ses secrets. Et donc du coup, c'est vrai que cette épreuve paraît assez pauvre en comparaison de ce qu'elle doit être en théorie. Et puis il y avait une autre raison, c'est que j'étais vraiment malade. Cet après-midi, j'allais mal. Donc j'ai essayé de limiter au maximum. C'est vrai que les résistants, je les ai joués vraiment cool en me disant je vais pas... Oh non, j'ai la flemme. Les araignées, j'ai la flemme de vous faire des combats. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où c'est passé comme une lettre à la poste. Je pense qu'avec d'autres meneurs de jeu, ça serait pas passé comme ça. En même temps, ça a été long quand même. En termes de temps, vraiment de temps de jeu... c'était une bonne partie. C'est marrant, ouais, mais c'est parce qu'on avait aussi envie de jouer, quoi. Enfin, tu vois, on a... Oui, mais fallait pas non plus en rajouter pour en rajouter. C'est pas moi qui ai parlé beaucoup dans cette épreuve, en tout cas. J'ai pas parlé des masses, quoi. C'est vous qui avez beaucoup joué aussi. Donc voilà. Les émotions. Ouais, les émotions. Moi, c'est intéressant. Moi, je joue avec Kerry, donc je suis pas bon juge, mais moi, j'ai trouvé que c'était... on avait laissé le temps à quelque chose d'exceptionnel se déployer. C'est-à-dire que c'était la première fois que je voyais un personnage partir seul, être attrapé par son équipe et que ça tombe bien. C'est la première fois que je jouais un personnage malade et que c'était intéressant. Parce qu'en général, je trouve que globalement, quand un personnage est malade, il est juste empêtré et il a peur pour sa vie. Et en fait, il ne peut pas y faire grand-chose. La maladie est souvent assez inéluctable. C'est du méta, Julien. Oui, mais c'est du méta qui est résolu par du in-game, pour le coup. Ici, je trouve que ça a bien fonctionné en in-game. Ouais, c'est marrant. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc du coup, pour l'instant, par exemple, s'il fallait classer les épreuves, là, toi, Audrey, clairement, la 3, c'est la plus pourrie jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai préféré toutes les autres à la 3. Toutes les autres à la 3, ouais. Mais ma préférée, je crois que c'est la 4. La dernière. La 4, la 2, j'ai beaucoup aimé, ouais. Les chiffres pairs, quoi. C'est pas fait exprès, mais oui. Amir, oui. Toi, du coup, si tu devais classer moi, celle que j'ai préférée, je pense que c'est la 2. Oui. C'est marrant, mais j'ai bien aimé la 3 aussi, au niveau émotionnel. Ouais. La 1, pour moi, ça a été la plus pauvre, mais je pense que c'est un peu normal.
C'est disons très standard. Présentation d'univers. La présentation est standard. Là, c'est Wilfried. Ouais. Moi j'ai bien aimé là, parce que ça m'a posé de gros problèmes de conscience, et c'est là où je me suis dit il faut que mon personnage tranche nettement ses idées pour pouvoir avancer. Parce que si je commence à avoir trop de questions, finalement mon personnage va s'engluer dans un nombre d'interrogations qui feront qu'il ne s'épanouira pas. Donc là, m'a ouvert une voie de jeu par rapport à ça. C'est vachement intéressant. Dans la une, il y avait plein de PNJ aussi. Et dans la une, il y avait plein de PNJ. Plein de PNJ pour le coup, et tous différents, bien joués et tout. C'est mieux quand je suis pas malade. T'as super assuré sur les PNJ dans la une, et pour moi, ça fait beaucoup, ça fait la différence. Mais je t'avoue que j'étais vraiment crevé sur la 3. J'avoue, c'est pas grave. C'est un peu de ma faute si elle était moins bien. Mais j'aime bien sur le papier, elle est pas mal cette épreuve. Mais c'est vrai qu'elle manque un peu de dynamisme, elle manque de problématique en fait la 3. C'est un peu j'avance, boss de fin. Et j'avoue qu'elle est mal écrite, mais Sens Renaissance, c'est un jeu mal écrit. Donc je te le dis, à lire, c'est lamentable. Enfin, les épreuves, elles sont lamentables. Attention, parce que tu te mets une grosse pression pour la suite. Parce qu'on se dit, là, tu nous promets mon émerveil pour la suite. T'en as confiance. On va t'attendre au tournant. Bon, ça va être affreux alors. Mais non, mais moi, en tout cas, je trouve avec les reculs, souvent quand je lis, et souvent on me dit, ouais, tu fais pas de la promo pour ton jeu dans ton podcast, parce que non, c'est vrai que Sens Renaissance, j'aime pas ce jeu, quoi. Et du coup, ça se ressent aussi dans mon côté, je bâcle, j'avance, boss de fin, allez hop, on torche ça rapido. Je pense que c'est ça que t'as senti aussi. Et c'est dommage, parce que c'est une épreuve qui est importante quand même. Enfin bon, ce qui compte, c'est que vous ayez tous un petit peu des opinions différentes à ce niveau-là, et donc du coup, on voit que globalement, ça se tient, tu vois. Moi, je trouve ça difficile de les classer, Kerry. Parce que j'aurais tendance... J'ai pas aimé la première parce que Julien. Parce que j'étais pas sensible tellement à la thématique de la création. Par contre, j'ai trouvé que c'était cool qu'il y ait des PNJ, j'ai trouvé que c'était cool que le rôle de Charlie devienne aussi central, qui était le frère de mon personnage, puis d'un seul coup devenait un personnage de l'intrigue, et puis le personnage, etc. Qui était une création de ta part d'ailleurs à la base. Oui, mais ça, c'est le but. C'était pas un PNJ de l'univers. En fait, l'effet de simulacre sont là aussi pour que vous créiez vos propres PNJ, et donc que vous amorciez en fait des personnages non joueurs dont le MJ va pouvoir se saisir pour ces épreuves, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça très très cool, mais j'étais pas très sensible au personnage de Wilfried a priori. Donc c'était une enquête assez classique sur laquelle l'aventure elle-même l'épreuve elle-même m'a pas trop accroché. J'ai trouvé que même s'il y avait des effets son et lumière assez exceptionnels, la deuxième épreuve, c'était une espèce d'enquête avortée, coupée au milieu par une grosse scène de baston, et que je la trouvais déséquilibrée à ce titre-là, même s'il y avait quelques révélations intéressantes à la fin, puis surtout l'amorce d'un gros problème, mais au début duquel je trouvais plus frustrant qu'autre chose, parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir vraiment une chance de pas tomber malade. Donc j'étais un peu frustré en termes d'aventure. Tu ne pouvais pas ne pas tomber malade. Pour les deux. Ça, c'est horrible. Il y en avait un. Et il y en avait un qui devait y passer. Voilà. Et donc ces deux aventures-là m'avaient pas, en tant qu'aventure, plu. Par contre, l'expérience du groupe, l'expérience de découverte, etc., les PNJ dans la première, les révélations dans la deuxième étaient cool. Et pour le troisième, pour moi, c'était à nouveau une belle expérience de jeu de rôle, parce qu'il y avait cette création de groupe, et maintenant je peux comprendre que les autres aient eu l'impression qu'il y avait une dimension un peu faire valoir autour de mon perso, puisque toute l'aventure se structurait autour de la question du sauvetage de mon perso. Et puis la quatrième, on avait une dimension simulationniste qui était enfin, j'allais dire sensuelle, c'est-à-dire que un seul coup, nos persos sortaient de la neige et disaient « Ah, c'est cool, il y a le soleil, quoi. » Et donc, ça achevait de structurer tout ce qui avait été structuré auparavant dans la création de personnages qui avaient une âme, quoi. En tout cas, il y avait une dimension dans la quête où, enfin, vos personnages étaient un peu plus codés. Vous saviez ce que vous jouiez, en fait. Il y avait moins de recherche autour de comment je joue ça, là, ça y est, je pense que là, vous avez une idée en fait de vos relations. Ouais, après, on a commencé à se positionner. Ça va commencer à... Ouais. Ça va être intéressant pour la suite. Merci pour ce ressenti. Est-ce que vous avez d'autres reproches à me faire tant qu'on est sur le truc des reproches ? Moi, j'en ai un seul
qui est pas très grave, c'était la discussion que vous avez eue avec Audrey sur son pouvoir de grappin. Tu as dit à un moment que c'était pas possible tel qu'elle l'envisageait, parce que au fond, ça permettait de tuer en one-shotter, ouais. Et c'était pas possible pour des raisons, tu l'as pas dit comme ça, mais au fond d'équilibre de jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et ce qui, ça c'est un truc qui m'est personnel, hein. Ça me dérange que l'équilibre de jeu vienne se mettre dans un jeu, dans un jeu de rôle, vienne empêcher ce qui pourrait être cohérent. Non, moi je lui ai dit, t'imagines si c'était possible? Oui, ouais. Moi j'imagine très bien si c'était possible. Ça me dérangerait pas du tout. Moi, pour moi, ça bug complètement le jeu. Que tu puisses tuer n'importe qui en l'emmenant dans l'ombre monde et en lui faisant subir le choc ontologique, c'est complètement fou. Enfin, je veux dire, c'était pas tout à fait comme ça qu'elle. Non, mais justement, c'est pour ça que moi j'ai voulu limiter le pouvoir. Par contre, on t'entend pas, Audrey, faut que tu prennes le micro si tu veux. Non, mais moi j'ai voulu limiter ton pouvoir. En l'occurrence, c'était pas ça le pouvoir du grappin, et je sais plus comment ça s'est passé parce qu'on a joué il y a 3 mois. Mais il y a 3 mois, quand j'en ai parlé, je l'ai noté, je t'en ai parlé, ça posait pas de problème. Donc c'était pas. C'est clair que c'était pas. Il y avait des dimensions qu'on n'avait pas évoquées, du genre la taille de ce qu'on pouvait grappiner, on va dire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un élément. Donc maintenant, moi j'ai un module, je sais pas trop quoi en foutre, mais je vais bien trouver quelque chose. Putain. Il a quand même permis de stabiliser Keri-san sur certaines lignes. Ouais, voilà. Bon, je vais inventer quelque chose. Non, je vais inventer quelque chose. Mais il n'avait jamais été question de tuer qui que ce soit en un coup. Ça n'a jamais été ça. Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Mais ça n'a jamais été ça. Et quand on en a parlé aujourd'hui, c'était pas ça non plus. Donc, tu m'as dit, peut-être on reviendra sur des discussions. Non, c'est ça, mais si tu m'as dit, je prends l'araignée et je l'emmène dans l'ombre monde. T'as tué un. J'ai dit, est-ce que je peux prendre l'araignée, mais tu n'avais pas décrit la taille de l'araignée, tu n'avais pas décrit. Je dis non. Tu m'as dit, mais non, les personnages vivants, tu peux pas sans leur accord. Par contre, tu es quand même autorisé à lui faire des dégâts avec ça, puisque je t'ai dit, tu peux prendre son œil, tu peux prendre. Mais une tu vois, par exemple, tu m'as dit, les personnages vivants, tu peux pas parce qu'il faut leur accord. Ok, d'accord. Mais l'araignée, c'est un robot. Ah bah oui, mais non. On peut pas quand même. Donc bon, c'était une discussion. Je t'ai dit les bugs. Tu ne peux pas parce qu'il faut leur accord. Je t'ai pas dit. Bon écoute, j'ai encore rien compris parce que j'avais pas compris que c'était limité aux bugs. Manifestement, Milan non plus. Moi non plus. Bon, bref, on en reparlera, mais sinon je changerai de module parce que ça m'a l'air beaucoup trop sujet à discussion et c'est pas une discussion que j'ai envie d'avoir avant chaque partie parce que ça bouffe 1 heure de discussion. Mais moi, c'est dommage parce que je trouve vachement intéressant ce module en fait. C'est juste qu'il faudrait se mettre d'accord sur ce que ça fait, mais je le trouve super intéressant. Parce que l'idée du grappin en fait, où tu peux prendre un objet et le mettre dans ta réplioïde. C'est génial comme concept, moi je trouve. À part ça. Mais c'est juste qu'il faut qu'on s'entende sur la taille de l'objet et ce que ça permet de faire techniquement. Parce que si tu peux prendre un quadrilla, l'emmener dans la réalité et le tuer d'un coup, tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi? Mais il faut l'éviter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon tu seras amené à le faire. Mais encore une fois, ça a jamais été ça. Et moi du coup, je vois pas ce que tu veux faire avec ce pouvoir. Je voulais pouvoir faire. En fait, l'idée de ce grappin est née du scénario numéro 2 où il y avait des drones. Dans la base, des drones qu'on a affrontés pour mettre à l'épreuve nos armures. Et l'idée, c'était de capturer les drones et de leur faire subir le choc ontologique. Mais les drones, ce ne sont pas des quadrillas, ce ne sont pas des êtres vivants, pensants. Voilà. Moi, je suis méga partant pour que tu puisses emporter des drones, mais pas une araignée qui mesure 5 mètres de haut. Tu vois, elle mesurait pas 5 mètres de haut, mais. Ouais, d'accord, mais bon, tu vois, du coup, ça te forcerait à décrire plus les choses, et je suis pas sûre qu'on ait le temps et qu'on puisse se permettre de faire ces choses-là. C'est pas énorme. Enfin, je veux dire, c'est juste dire, est-ce qu'il a la taille pour rentrer dans mon grappin? Oui, non. Tu vois, et puis c'est tout, quoi. Bon, d'accord, ok. On va le faire comme ça. Bah ouais, moi je pense que c'est tout ce qu'il faut faire. Et tu vois, c'est pareil, pour ça que je te disais au niveau des yeux, par exemple de la truc, je te dis non, tu peux pas faire rentrer l'araignée. Par contre, tu pourrais lui supprimer son œil. Tu vois, donc l'idée de la rendre quand même malgré tout plus ou moins inoffensive ou de lui faire des bonus. Non, donc n'importe quel genre de petit détecteur ou autre, pareil. Voilà, par exemple. Voilà, une caméra de sécurité, paf, là tu le fais, quoi. C'est juste que ce que je veux éviter, c'est que tu puisses... parce que, en fait, moi, ce que j'avais compris de ton grappin au départ, à un moment donné, tu l'as décrit comme ça, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un
et tu l'attaches un peu comme un lasso finalement, et tu l'emmènes dans l'ombre monde. Et si c'était ça, je veux dire, tu prends graveur, tu fais paf, et tac, quoi. Et du coup, moi, je voulais éviter ça, quoi. Je voulais éviter que tu puisses... tu comprends ou pas ? Ou un PNJ ou n'importe qui. Je comprends parfaitement, mais l'idée n'était pas là. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est ça j'imagine bien que ça n'aurait pas été possible. Enfin, c'est évident. D'accord. Tu vois, donc... Ouais, mais en fait, c'est parce que tu n'as pas eu l'habitude de jouer avec des joueurs optimisateurs qui cherchent à te pourrir ton jeu à tout prix. Pour moi, ça n'est pas évident, justement. Pourquoi ce n'est pas possible ? Mais moi, j'ai jamais joué des gros builds et ça m'intéresse absolument pas les joueurs qui jouent l'optimisation. C'est tellement pas mon style que. Je sais bien, mais ça, voilà, je peux pas le savoir parce que je te connais pas non plus au point de pas savoir que ça t'intéresse pas. Mais moi, tu vois pas pourquoi c'est pas possible d'emmener quelqu'un dans un monde fictif. Je comprends en théorie, mais je ne suis pas d'accord en fait. C'est-à-dire. C'est intéressant. Moi, j'aime bien cette discussion parce que ça pousse à développer un peu ce qu'on entend par réalité ombre monde en fait. Alors. L'explication que tu as donnée, telle que je la comprends, c'est plus pour des raisons d'équilibre du jeu. Non, moi j'ai des vraies raisons métaphysiques pour ça. Et je les ai expliquées. Hein. Non. Alors je les ai peut-être pas compris. Ce que tu fais voyager dans l'ombre monde, c'est la répioïde et son contenu. Oui, d'accord. Après, au niveau. Oui, à ce moment-là, oui. Ça, j'ai compris. Tu peux pas prendre cette tasse dans la main. Et dire je voyage avec elle dans l'ombre monde, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est prendre la tasse, la mettre dans ta répioïde, voyager dans l'ombre monde avec ta répioïde, avec la tasse dedans, et la ressortir. Tu vois, et la ressortir. Et c'est vachement important parce que ça change tout. Donc le problème en fait du lasso de Lexa, c'est qu'il fallait en fait qu'il entoure complètement. En fait, il fallait que la philonite entoure complètement l'objet. Une espèce de grand sac, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc à partir de là, qu'elle enfile un drone, tu vois, ça me pose pas de problème, mais qu'elle prenne une araignée énorme, là, ça, ouais. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème qu'on rencontre dans tous les jeux qui permettent une magie, entre guillemets, intuitive et ouverte et créative ? Parce qu'il y a toujours un moment où entre la magie créative, intuitive et la combinaison que peut en faire un personnage qui va jouer sur des principes de physique, c'est toujours le problème du ok, t'as une toute petite limite, t'as une toute petite télékinésie qui fait que 20 grammes, ouais, mais je m'en sers sur la carotide. Et là, d'un seul coup, la toute petite télékinésie qui fait 20 grammes, en fait, placée au bon moment, au bon endroit, devient une source de destruction massive. Bah non, d'où ce que je lui ai dit après, c'est que je lui ai dit oui, mais alors à ce moment-là, on considère que c'est une attaque. Donc le death entre en jeu, donc je peux esquiver, tu vois ce que je veux dire ? Alors que le module, c'est pour ça que j'ai dit ça en fait. Non, c'était juste que en général, quand c'est toujours un problème quand on est créatif et qu'on essaye de tirer le créatif sur ses limites. Attends, qu'est-ce que c'était comme ça ? Oui, c'était dans un agone où tu pouvais faire apparaître de la nourriture. Et donc à un moment donné, il y a un journaliste qui dit « Ah ouais, je peux faire apparaître de la nourriture ? Très bien. » En plein combat, en fait, il fait apparaître un poireau géant sur la tête du gars pour l'assommer, ou je sais plus, c'est un ananas ou je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est le genre de truc, quoi. Situation où en gros, tu utilises un sort à contre-emploi ou un sort qui n'est pas fait pour ça. Et moi, je trouve ça parfait de l'inventivité, de récompenser l'inventivité des joueurs. Oui, mais il faut pas non plus que ça déséquilibre effectivement le jeu. Il y a une différence entre lui faire tomber un ananas sur la tête et lui faire apparaître un ananas dans le cerveau. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, et c'est ce qu'il avait fait en l'occurrence. Et où là, tu dis, ouais, mais si je peux le faire apparaître dans l'air, je peux le faire apparaître dans un autre physique parce que c'est les mêmes atomes et tout ça. Et là, tu essayes de rationaliser un effet qui est magique et souvent, ça fait des systèmes qui sont broken derrière. Ouais. Pour l'avoir vécu comme meneur de jeu, je sais. Mais là, en fait, au-delà de ça, je l'ai vécu aussi. Au-delà de ça, c'est pas tellement faire preuve de mauvaise foi, mais c'est aussi vous expliquer comment marche la réplioïde. C'est ça qui et de vous dire que c'est pas vous qui voyagez dans l'ombre monde. C'est peut-être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça joue aussi ce que vous emportez dedans et. Bref, c'était aussi pour vous en expliquer un petit peu plus sur la métaphysique du jeu que j'ai eu ce petit débat avec Lexa, plus que pour... Mais voilà, mais en tout cas, si ce module te pose problème, moi ça me pose aucun problème que tu le changes. Après, je trouve assez intéressant. Et en plus, je trouve que l'utilisation que tu en as faite pour justement justifier roleplay, le fait que tu gardes Kerry dans la réalité, j'ai trouvé ça vachement intéressant, tu vois. Et là, j'ai rien dit. Pour le coup, alors que pourtant, mais parce qu'elle était volontaire et ça change tout. Et je sais que les MJ de Sens qui nous écoutent et qui connaissent ces problématiques comprendront la subtilité et vous la comprendrez aussi bientôt, je pense.
Le fait qu'il faille que vous vouliez que la chose ait lieu pour que ça marche. Et puis ça joue aussi sur votre philonite. Ça, c'est quand vous voulez l'activer qu'elle s'active. Toute une dimension de la volonté des joueurs. Et quand on laisse les quadrillas décider des choses et qu'on ne résiste pas, enfin, qu'on accepte leur pouvoir en fait. Ouais, exactement, par exemple. Ouais. À côté de ça, il y a aussi des vraies adversités, tu vois, la foudre du quadrilla, il y a des oppositions de carapace à philonite et tout ça, mais ça c'est une autre histoire et je pense que vous comprenez bien le truc, c'est-à-dire que quand deux philonites s'affrontent ou quand deux carapaces philonites s'affrontent, bah oui, évidemment, il y a des blessures à ce moment-là qui sont échangées. Et voilà. Et puis il y a aussi le côté, si vous prenez le coup, si vous acceptez de prendre le coup, vous prenez pas les malus, enfin, tu vois, il y a un côté, quand on accepte son sort, quelque part, on peut peut-être plus y réagir après et tout ça. En tout cas, moi, voilà, c'était ça plutôt le sens de la réflexion plus que de la frustration. C'est pour ça que si tu te sens frustré par rapport à ça, on en discutera, puis on changera le module ou voilà. Moi, le but, c'était aussi de vous apporter des éléments sur les règles du jeu, parce que c'est vrai que j'ai passé un peu vite, même sur les miroirs et tout ça, mais théoriquement, la quantité de points en fait, qu'il y a dans les miroirs, c'est aussi la complexité en fait, des objets, et leur grandeur, leur taille et tout ça. Et ça, il y a tellement de choses, ça se tord de la tête, ce jeu. C'est vrai que sur les miroirs, autant je trouve que les compétences, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les caracs du miroir sont très sont hyper inspirantes et assez originales par rapport à ce que j'ai pu avoir ailleurs. À la fois, elles ont des bords qui sont flous et sur certains aspects, c'est pas toujours évident. Par exemple, j'ai eu l'impression que plusieurs fois tu faisais appel au chaos pour le charisme. Non, c'est la création. Voilà, il m'a semblé qu'il y avait des choses comme ça où c'était un peu borderline parce que c'était à la fois l'adaptation aux autres et à la fois voilà. En fait, au départ, le meneur de jeu dit beaucoup quelles runes sont impliquées. Et en fait, le jeu est fait pour que plus ça va, plus c'est le joueur en fait qui dit. Ouais. Au début, c'est juste pour que vous ayez en gros des gros câbles, quoi, du gros câble pour voir un peu ce que c'est. Tu vois, une traduction un peu holistique, tu vois, des runes. Mais théoriquement, c'est pas... Enfin, théoriquement, c'est à vous ensuite de vous saisir en fait des concepts et de dire non, là c'est la vie que j'utilise, quoi. Je lui mets une claque, mais c'est la vie que j'utilise. De regarder la vie en disant si, je te jure, c'est ça que je fais. Parce que en fait, cette claque-là, je lui la mets pas pour lui faire du mal, mais pour le protéger, ou tu vois. Et du coup, c'est plutôt, ça va être justement une façon aussi de dire voilà, je montre ça. Mais voilà dans quel sens je le fais. Ouais. Voilà. Et choisir sa carac, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres retours négatifs avant de clore le podcast et de s'endormir? Parce que je vois Audrey qui commence à s'endormir. Je pense qu'on tient le coup. Nous aussi, on a bien raclé les fonds tiroirs parce que globalement, on était contents. C'était pas... Mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand ça racle les fonds de tiroir comme ça. Et puis, ça permet aussi de poser les problèmes et puis de les éviter. D'éviter, par exemple, tu vois, les problèmes que Camille soulevait par rapport à la manière dont j'explique mes objets et tout. Essayer de... Ça marche. J'ai compris. Je vous ai compris. Et puis, bah voilà. J'espère que les auditeurs vous ont compris aussi. En tout cas, voilà. Merci d'avoir participé à nouveau à cette expérience. La prochaine fois, nous finirons Sens Renaissance, parce que les 2 prochaines épreuves nous conduiront gentiment à la fin du jeu. Voilà pour le prochain podcast. Allez, à bientôt, beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut. Merci Rome. Bonne soirée. À plus.